Alors avant de faire intervenir les 17 dirigeants qui sont soit présents, soit représentés ce matin et qui se mobilisent donc pour signer un manifeste commun sur le mécénat de compétences, et avant les révélations d'un baromètre exclusif, un mot d'accueil de notre président Pierre Louette, qui est le président du groupe Les Échos Le Parisien. Merci beaucoup Muriel. Vraiment un mot, puisqu'il y a beaucoup d'interventions prévues ce matin et surtout il y a une actualité qui est très importante, qui est le lancement de cette initiative d'entreprise entre elles, ce qui me paraît extrêmement bien aussi. Donc un mot pour vous accueillir dans cette maison du groupe Les Échos Le Parisien. On est particulièrement heureux d'avoir autant de visiteurs prestigieux. Moi, j'ai pas mal d'amis aussi au premier rang et dans d'autres rangs que je suis content d'accueillir ici. Cette maison est la vôtre. On va faire de plus en plus souvent dans cet auditorium des événements, des clubs, des réunions autour de thématiques. Celle-ci est vraiment importante, Muriel l'a dit. Pour moi, c'est de l'ordre du give back, c'est de l'ordre de la solidarité, c'est de l'ordre aussi de la transmission. Et pour le dire d'un mot, on a bien l'impression que dans ce pays, tout ce qui peut contribuer à faire société sera plutôt bienvenu. Voilà. Et sans plus tarder, je laisse Patrick Jeantet faire un discours de 3/4 d'heure, m'a-t-il dit, mais qui sera peut-être ramené à un peu moins, on verra. Mon cher Patrick, à toi. Merci Pierre, merci de nous accueillir. Merci à tous vous être rendus disponibles ce matin pour ce manifeste qui est en faveur du mécénat de compétences, qui est quelque chose d'essentiel, puisque finalement, qu'est-ce qui nous réunit ici tous, cette valeur commune qu'est la solidarité, dans des temps troublés, on le voit à l'extérieur, je pense que la solidarité est une valeur essentielle. Alors le mécénat de compétences, ça fait partie pour moi des solutions, une des solutions pour essayer de créer plus de liens sociaux, plus de mieux vivre ensemble. Mieux vivre ensemble, c'est un des axes majeurs de la Fondation SNCF. Et le mécénat de compétences chez SNCF, c'est dans ses gènes. Ça fait seulement 5 ans qu'on s'est lancé dedans. On a pour l'instant des résultats intéressants, à peu près 3500 cadres, salariés. Alors beaucoup des cadres, on essaye d'élargir ça aux non-cadres, bien évidemment, mais beaucoup de cadres qui sont lancés dans le mécénat de compétences auprès d'une centaine d'associations. Ça a nécessité une énergie importante de la part de la Fondation et de la direction des ressources humaines du groupe, puisque c'est vraiment l'articulation des deux qui permet de lancer et d'accroître ce mécénat de compétences. On s'est fixé comme objectif à peu près d'accroître de 500 par an. Un objectif ambitieux, j'espère qu'on va y arriver. Donc voilà, c'est pour nous extrêmement important. Pour Guillaume Pépi et moi-même, on est persuadés que le mécénat de compétences, comme je le disais, c'est du côté des solutions aux problèmes de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et on le voit bien. Alors, on le voit bien dans tous les territoires. Et alors, un des points importants pour nous, c'est d'irriguer l'ensemble des territoires et d'avoir justement ce mécénat de compétences, pas seulement à Paris ou dans les grandes métropoles, mais dans tous les territoires français, dans tout le territoire français en particulier. On a aussi des actions sur l'international, bien évidemment, grâce en particulier à Keolis, qui est une de nos filiales. Alors ce matin, on va découvrir le baromètre du mécénat de compétences qu'on avait lancé il y a quelques mois, qu'on avait confié à l'IFOP. Et donc c'est Jérôme Fourquet qui est directeur du département opinion et stratégie d'entreprise qui va nous le commenter. C'était important parce qu'on voulait essayer de comprendre un peu les mécanismes qu'il y avait derrière ce mécénat de compétences, les points forts, de telle manière à justement aller plus loin. Deuxième point, c'est évidemment ce manifeste qui réunit donc 16 entreprises et des plus importantes en France. Et ce manifeste, je pense, a comme rôle essentiel de faire un appel pour plus de mécénat de compétences, parce qu'il faut aller plus loin. Et que c'est vrai, en jouant collectif, en jouant ensemble, et bien évidemment, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors voilà, je voulais vous remercier tous d'être là. Et juste, engageons-nous plus, allons plus loin dans le mécénat de compétences, au service de tous les citoyens du monde. Merci beaucoup. Merci Patrick Jeantet. Alors sans plus tarder, Jérôme Fourquet, donc de l'IFOP, va nous révéler les principaux enseignements à tirer de ce baromètre exclusif. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, nous allons vous présenter les résultats de ce gros dispositif d'études qui a été confié à l'IFOP. Donc on a interrogé entre septembre et octobre dernier 4 publics différents, qui sont des publics stratégiques pour bien comprendre les relations des Français et des différentes parties prenantes au mécénat de compétences. Donc tout d'abord, un échantillon classique grand public. Ensuite, un échantillon de salariés du privé qui étaient les premiers concernés par l'éventuelle mise en place ou déploiement du mécénat de compétences de leur entreprise. Des dirigeants d'entreprise pour avoir un regard miroir, et on verra que c'est assez intéressant. Et puis enfin, bien évidemment, un gros échantillon de salariés qui ont déjà
expérimenter le mécénat de compétences pour avoir un peu un retour d'expérience sur ce qui a fonctionné, comment ça avait transformé leur relation à l'entreprise, et puis quelles étaient quelque part les recettes qu'ils pouvaient nous indiquer pour que tout ça puisse se déployer à une plus large échelle. Donc sans plus attendre, on va développer les 4 enseignements premiers ou principaux de ce gros dispositif d'études. Tout d'abord, le fait que les Français sont prêts à s'engager avec l'entreprise. On dit régulièrement qu'il y a une certaine défiance qui existe dans notre société. Pour autant, 2 tiers des Français qu'on a interrogés et des salariés seraient prêts à s'engager aux côtés de leur entreprise. C'est le cas également et encore plus pour les jeunes, les moins de 35 ans, la fameuse génération des millennials, qui, eux, voient de manière tout à fait naturelle le fait que leur entreprise puisse proposer de telles missions. Et donc ça, c'est un élément intéressant, puisqu'il y a souvent une question dans les entreprises de comment motiver, conserver les jeunes talents. Eh bien, on voit que le mécénat de compétences peut être une des solutions. Le second, un facteur d'attractivité. Voilà, ou un facteur d'attractivité, effectivement. Le second enseignement, c'est le fait qu'on a des bénéfices pour les salariés qui sont à la fois à l'échelle, j'allais dire, macro et micro. C'est-à-dire 2 tiers d'entre eux, ils voient le moyen de renforcer leur lien à l'entreprise. Et là aussi, dans les temps qui courent, c'est quelque chose d'assez précieux. Et puis, à peu près la même proportion, 57%, ils voient une perspective d'évolution ou l'opportunité de développer un certain nombre de compétences et de talents. Le troisième enseignement, c'est que ces salariés engagés, ils trouvent un intérêt à la fois personnel et professionnel. Et vous savez qu'aujourd'hui, il est beaucoup question de la frontière plus ou moins poreuse entre vie privée et vie professionnelle. Ce mécénat de compétences peut permettre de tisser des passerelles. 2 tiers des salariés impliqués qu'on a interrogés nous disent que ça a permis de briser un petit peu une forme de routine professionnelle dans laquelle ils étaient engagés, et 71% qu'ils y ont vu une possibilité d'accroître un certain nombre de compétences. Enfin, dernier enseignement, mais ce qui n'est pas le moindre, la réussite du mécénat de compétences transforme positivement l'entreprise, et cela même en profondeur. Donc 67% des salariés qui ont participé nous disent qu'ils sont plus impliqués, plus attachés à leur entreprise, et 61% qu'ils ont une meilleure estime d'eux-mêmes. On le disait, les Français sont prêts à s'engager sur leur temps de travail. C'est le cas de 2 tiers d'entre eux, 70% plus exactement. Comme on l'a constaté à la SNCF, c'est plus le cas des cadres aujourd'hui, 82%, que des non-cadres, 55%. Donc ça peut être un des défis, une des frontières à atteindre. C'est comment on arrive aussi à impliquer le public non-cadre dans cette démarche. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde en miroir, il y a une espèce de forme d'autocensure. Seulement 1 tiers des dirigeants d'entreprise ont pratiqué ou seraient favorables à ce développement de mécénat de compétences, soit qu'il l'ait déjà mis en place dans leur propre structure, soit qu'ils envisagent de le faire. Quand on les a un peu poussés dans le retranchement, un des freins qui est apparu, c'est une forme d'autocensure en disant, voilà, on ne veut pas impliquer, forcément imposer à nos salariés, à nos collaborateurs, une vision que nous, on aurait, qui est une vision peut-être un petit peu personnelle. Or, il se trouve qu'il y a une forte demande qui n'est pas forcément connue par les dirigeants. Ce mécénat de compétences, il permet de tisser un lien nouveau, de reforger le lien entre les salariés et les entreprises. On l'a dit en introduction, 2 tiers des salariés se disent plus attachés à l'issue de cette expérience à leur entreprise. 74% considèrent que cette expérience a constitué un moment fort de leur histoire avec leur entreprise. Et 69% nous disent, donc c'est des taux à chaque fois qui sont élevés, que cette expérience leur a renouvelé de façon décisive le lien qu'ils avaient avec leur entreprise. Du coup, comme je le disais en point 4 tout à l'heure, le mécénat de compétences, c'est un levier aussi de performance et d'innovation. Alors c'est vrai sur 4 chantiers ou sur 4 secteurs. Certains sont très attendus et sont sans grande surprise. Amélioration de l'image et de la réputation de l'entreprise, encore fallait-il le mesurer. On est à plus de 80% de salariés et de dirigeants d'entreprise qui partagent ce jugement positif. Sur le développement de la cohésion aussi, 66% des salariés et la même proportion de dirigeants. Donc vous voyez que sur tous ces schémas, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des scores qui sont quasi identiques dans les 2 publics. Donc il y a une cohérence qui se dessine. Sur la motivation, alors on est sur des scores un peu moins élevés, mais c'est j'allais dire, un ressort tout à fait clé qui est aujourd'hui surveillé de près. 57% des salariés et 54% des dirigeants nous disent que ce mécénat de compétences
a une incidence positive sur la motivation des collaborateurs. Et puis, élément encore plus stratégique et qui n'était pas forcément attendu, on a un salarié sur 2 et un dirigeant sur 2 qui nous dit que ce mécénat de compétences a transformé aussi les méthodes. Et là aussi, vous savez, dans toutes vos entreprises, que la transformation des process, la transformation des façons de travailler, c'est aujourd'hui un Graal que chacun essaye d'atteindre, et qui c'est des chantiers qui ne sont pas évidents à mener. Eh bien, le mécénat de compétences peut permettre de constituer un levier pour atteindre ces objectifs. Alors, pour les salariés eux-mêmes, c'est des bénéfices personnels et professionnels. On l'a vu sur le développement des relations humaines, sur davantage de solidarité dans le travail. Pour les managers, 91 constatent davantage d'ouverture aux autres, 61% un épanouissement des salariés. Et puis également, on l'a vu tout à l'heure sur la capacité à transformer les méthodes de travail, 50% nous disent que les salariés qui sont passés par là ont développé des capacités d'adaptation et la même proportion des capacités à être force de proposition. Donc ça transforme, j'allais dire, en profondeur et au quotidien le vécu de l'entreprise. Enfin, quasiment le dernier point, pour rester dans le délai imparti, bien évidemment, le mode d'emploi du parcours de mécénat de compétences, il y a 2 drivers, comme on dirait en bon français. C'est d'abord la propension, la disposition des salariés à s'engager. Il y en a pour qui c'est tout à fait naturel et c'est juste un prolongement de ce qu'ils font dans leur vie personnelle ou familiale. Il y en a d'autres qui auraient bien aimé déjà participer à une activité associative mais qui n'avaient pas trouvé l'occasion. Et donc là, l'entreprise vient leur amener clé en main un projet. Et puis il y en a qui étaient au contraire beaucoup plus éloignés de cette sphère-là et qui ont découvert l'engagement associatif à cette occasion. De la même façon, autre driver, la relation à l'entreprise joue beaucoup dans la propension à participer à un mécénat de compétences. Alors on peut avoir, j'allais dire, les bons élèves qui sont très impliqués dans l'entreprise, notamment les cadres, et qui voient là aussi un prolongement. On peut avoir des gens qui sont un peu plus distants et donc il faut aller chercher. Et puis, révélation de l'étude, aussi, on a des publics qui peuvent être fragilisés dans les structures, qui se cherchent un avenir ou qui estiment que leur poste ou leur service est peut-être menacé à terme et qui voient dans le mécénat de compétences la possibilité de rebondir ou de développer de nouvelles compétences. Et donc, du coup, tout ça, ça joue aussi sur ces 2 paramètres que sont la relation à l'entreprise et la dimension, la disposition à s'engager en sortie de processus, puisqu'on a des retours, notamment qualitatifs, qui sont très positifs. Et donc, pour terminer, on voudrait partager avec vous un petit peu les recettes que nous avons recueillies auprès des salariés qui se sont impliqués dans ce mécénat de compétences. Quels sont les prérequis pour que tout cela fonctionne bien? Alors, il y en a une liste assez importante. On vous a juste mentionné ici ceux qui font le plus consensus. Tout d'abord, que quel que soit son statut, tout salarié puisse s'engager. On a vu tout à l'heure la frontière entre cadre et non-cadre. Ça, c'est important pour 81% des salariés qui ont été impliqués, parce que c'est aussi dans ce cadre-là qu'on peut tisser des liens avec des gens, j'allais dire, d'horizons différents que le vôtre. Et il faut que ça puisse s'adresser à tout le monde pour qu'il y ait un engagement collectif. 76%, là aussi, c'est un peu attendu, mais c'est bien de le rappeler, il faut que les managers de proximité jouent le jeu et que les équipes qui voient quelqu'un être détaché pour un mécénat de compétences ou les salariés qui participent à ce mécénat de compétences ne soient pas d'une façon plus ou moins insidieuse pénalisés. 63% nous disent aussi qu'il faut que les choses soient bien cadrées en amont, puisque le salarié s'engage, il fait confiance à son entreprise, et donc il faut que la relation avec l'association ait été clairement établie, que les missions qui vont lui être dévolues, là aussi, soient bien définies. Bien évidemment, la pédagogie, expliquer concrètement la démarche, et puis qui est un bon accompagnement de la part de l'association. Donc là aussi, c'est le travail. Il était question tout à l'heure des efforts que tout cela demandait et des investissements que ça demandait aux structures entrepreneuriales de développer le mécénat de compétences. Il faut aller repérer les bonnes associations et s'assurer ensuite que vos collaborateurs ne seront pas, j'allais dire, livrés un petit peu à eux-mêmes dans ces structures. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Donc vous voyez que ce mécénat de compétences, il a été fait référence dans les interventions précédentes au climat social assez tendu que notre pays traverse aujourd'hui. Et donc effectivement, au regard des résultats que nous avons collectés, on constate que ce mécénat de compétences peut être une des solutions à un certain nombre de difficultés que le pays et les entreprises rencontrent aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci Jérôme Fourquet. On a l'impression que le mécénat n'a que des
que des aspects positifs. On va voir ça avec nos intervenants. Donc cette introduction était nécessaire pour bien comprendre de quoi on va parler ce matin. Et tout de suite, sans plus attendre, donc les 17 dirigeants qui sont présents ou représentés donc, vont intervenir. Et tout de suite, j'appelle à me rejoindre Laurence Bloch, qui est directrice de France Inter, Olivier Girard, président d'Accenture France et Benelux, et Patrick Pouyanné, le PDG de Total. Je vous en prie, prenez un siège. Alors, Laurence Bloch, je vais commencer tout de suite avec vous parce que je sais que votre emploi du temps est limité, que vous devez assister à la cérémonie des vœux de Radio France. Voilà. De la présidente, oui. Voilà, Veil, absolument, de la présidente Sybille Veil. Absolument. Donc, tout de suite, vous êtes donc directrice d'une radio publique. Je pense que la notion d'utilité sociale que porte le mécénat de compétences vous parle, évidemment. Et comment considérez-vous, en quoi le mécénat de compétences, à vos yeux, colle parfaitement aux enjeux actuels des entreprises et aux besoins de la société? Alors, écoutez, moi, je vais juste vous dire comment on a découvert le mécénat de compétences, parce qu'en fait, à France Inter, on en a fait sans le savoir. C'est-à-dire que ça a commencé comme ça. En 2015, vous vous souvenez, c'était un moment très difficile aussi pour le pays, avec les attentats que ce pays a connus. Et pour nous, journalistes à France Inter, quand on a réalisé que dans des écoles, des enfants refusaient de participer à la minute de silence pour les victimes, ça nous a vraiment plus qu'interloqués, ça nous a choqués. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a compris on a mesuré qu'il y avait un vrai échec de la profession, qu'il y avait deux pays. Il y avait un pays solidaire et puis il y avait un pays qui avait le sentiment d'être absolument à l'extérieur. Et donc on a décidé, mais c'était vraiment au sein de France Inter, la rédaction, qu'il fallait avoir une action structurée, longue, sur des territoires qui étaient ce qu'on appelle les territoires oubliés de la République. Et donc des journalistes se sont engagés pendant une saison, et une saison en radio, c'est 9 mois, à travailler dans des classes pour expliquer aux enfants ce que c'était que l'information, comment on la travaillait, ce que c'était qu'une information vérifiée par rapport aux fake news, et à faire que ces enfants se sentent des professionnels et à ce qu'ils fabriquent des émissions pour la chaîne, pour les programmes d'été. D'accord. Donc beaucoup de pédagogie de la part des journalistes pour expliciter les choses. Pédagogie, long terme et confiance. C'est-à-dire qu'il y avait un lien de confiance qui s'établissait avec les professeurs, avec les pédagogues, avec les enfants. Et cette expérience, c'est la 5e saison cette année. Et on s'est rendu compte combien c'était important pour les journalistes de la radio, combien ils étaient fiers de pouvoir exporter le savoir-faire que l'entreprise Radio France leur avait apporté et combien d'autres salariés avaient envie aussi de participer à cette expérience. Donc vous allez l'étendre à des non-journalistes ? Voilà, donc à partir de là, c'est vrai que la présidente Sybille Veil a décidé qu'il fallait, parce que les choses sont nées sur le terrain, aujourd'hui il faut les structurer. Je pense que c'est très important qu'une entreprise comme Radio France puisse être aussi un vecteur de retissage de liens sociaux. Je pense que tout le monde s'y retrouvera. Les salariés sont fiers de pouvoir avoir des actions citoyennes. Ils en étaient d'ailleurs tellement fiers qu'ils ne l'ont pas fait sur leur temps de travail, je tiens à le préciser. Les journalistes sont allés en plus sur le terrain tous les 15 jours. Donc voilà, je pense que c'est très important qu'aujourd'hui les entreprises dont on sait qu'elles sont là pour produire de la richesse et la redistribuer, elles puissent aussi montrer qu'elles ont un rôle citoyen et que le savoir-faire de ces entreprises peut aider la société. Moi, je me souviens qu'on parlait de la réserve citoyenne en 2015, on l'a très vite oublié. Et je pense qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes nous rappellent qu'il faut absolument que chacun, et toute parcelle, j'allais dire, de la société, puisse s'impliquer. Oui, voilà. Écoutez, merci. Très bien. Alors, Monsieur Girard, Olivier Girard, donc d'Accenture. Donc chez vous, chez Accenture, le pro bono se fait régulièrement. Enfin, le mécénat de compétences, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Votre fondation a fêté ses 22 ans l'année dernière. Et donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est vous qui êtes complètement convaincu, qui pratiquez beaucoup depuis très longtemps, pourquoi vous rejoignez, donc vous vous mobilisez avec d'autres
Est-ce que c'est pour faire des émules? Est-ce que vous, dans un souci d'évangélisation? Alors c'est au cœur, effectivement, je pense, des valeurs d'Accenture depuis très longtemps. La Fondation a 22 ans. Donc je pense que c'est inhérent aux valeurs de la société. Et je pense que c'est aussi plus largement inhérent aux gens qui font du service, parce qu'il y a une recherche de sens. Quand on est dans le service, c'est plus immatériel. Et donc on a besoin de ce concret et de toucher du doigt la réalité dans des espaces dans lesquels on vit. C'est valable dans tous les pays d'Accenture. Ce n'est pas seulement en France, d'ailleurs. Le chiffre qui me parle le plus, moi, dans ce qu'on fait autour du mécénat de compétences, c'est pas, on met 5000 jours hommes par an dans un programme qui s'appelle Skills to Succeed et qui aide des associations à aider des gens qui sont sur le carreau à se recaser vers l'employabilité, vers l'entrepreneuriat, et on met nos outils classiques. Donc ça, c'est tout à fait, je dirais, attendu de la part d'une entreprise qui fait du conseil. On est à notre place. Le chiffre qui me frappe le plus, c'est que 30% des collaborateurs d'Accenture en France, il y a plus de 7000 personnes, le font. Donc vous voyez, on dépasse une frange de passionnés, de gens qui auraient le feu sacré d'un 10% quelque part. Et ce 30% est en croissance. Ça veut dire que tout le monde a besoin de faire ça, tout le monde a besoin de s'y retrouver, et ça fonctionne très très bien. D'accord. Et au-delà de ce que fait, au-delà de vos salariés, votre conviction à vous, personnelle, sur le mécénat de compétences? Elle est très forte. Moi, j'ai pris mes fonctions de président d'Accenture il y a 4 mois. J'ai eu l'occasion, c'est une anecdote, mais c'est une façon de répondre à votre question, j'ai eu l'occasion de réunir 2 fois tous les associés du bureau de Paris, donc il y avait 250 personnes dans la salle, et j'ai ouvert les réunions à chaque fois par la fondation, par ce qu'on fait, parce que c'est le sens qui gouverne tout, et j'ai pas commencé par des tableaux avec marque et vente, chiffre d'affaires, machin, etc. Et voilà, je trouve que c'est effectivement au cœur de trucs. C'est une conviction personnelle aussi. Donc. Merci. Alors, Patrick Pouyanné, donc PDG de Total, ce qu'on aimerait savoir, c'est le mécénat de compétences. Quel a été le déclic chez vous lorsqu'on vous en a parlé, lorsqu'on vous a dit... voilà, on vous a expliqué ce que c'était, enfin vous deviez savoir sans doute, mais... Je sais pas tout. Et quel a été le déclic et pourquoi vous avez dit, on y va? Moi, je crois qu'il y a... D'abord parce que quand je viens PDG, j'ai découvert que j'ai hérité d'une fondation Total, qui est une des plus riches en termes d'entreprise du CAC 40. Je me suis rendu compte que c'était des choses extraordinaires, mais personne ne le savait dans l'entreprise, puisque ça restait entre nous. Donc on dépensait de l'argent sur des associations, je me suis mis à en rentrer. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui manque, parce que lorsqu'on a un débat en France sur l'engagement citoyen de l'entreprise, finalement, la première force d'une entreprise, le premier vecteur, c'est ses salariés. C'est la meilleure façon de transmettre des valeurs, de transmettre... Et donc, comment motiver nos salariés? Et j'ai trouvé là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui nous manque. Mécénat de compétences, à ce moment-là, on l'a vu commencer à être émergé, favorisé. Et donc, on en a fait, dans le cadre du projet d'entreprise, un axe fort, et d'ailleurs, qui est en train de se lancer, puisqu'hier, j'ai fait les vœux de l'entreprise, et j'ai lancé le programme mondial. On a décidé qu'on donnait, alors nous, sur le temps de travail, 3 jours à tous nos salariés mondialement. Ils ont le droit d'utiliser jusqu'à 3 jours de leur temps de travail pour s'engager dans des actions avec des associations. Alors, on ne leur dit pas au petit bonheur la chance, on a organisé tout cela, on a une grande plateforme où on accueille des associations, celle de la Fondation, et on va de plus en plus nourrir des missions, de façon à ce qu'en face, les salariés puissent dire cette affaire m'intéresse. Et je pense qu'on voit un enthousiasme. Alors, il y a plusieurs motivations, soyons clairs. L'intérêt de l'entreprise, c'est qu'on a des salariés, vous l'avez dit, monsieur, qui seront, j'en suis convaincu, plus motivés, cette recherche de quête de sens, et puis le lien avec les communautés, les territoires qui nous entourent, où aujourd'hui on voit bien qu'un groupe comme Total, qui est mondial, un vainqueur de la mondialisation, on est interpellé par tout ce qui se passe, et le lien avec les territoires, comment l'exprimer mieux que par notre implication, et pas seulement de l'argent, par du lien humain. C'est là que si les salariés de la raffinerie de Faisin à Lyon s'impliquent dans des associations locales, ils vont voir... Les citoyens de cette commune, les habitants de cette commune vont voir qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on peut apporter au-delà d'ailleurs de la pollution locale et d'impôts. Il faut qu'on mette du lien. Pour les salariés, moi je pense que c'est une forme d'utilité. Je suis convaincu que c'est un... Et là, le gain pour l'entreprise, c'est un bon moyen de les former, parce qu'ils voient un autre monde, ils sortent de notre monde où ils vivent chez Total, une entreprise. Vous savez, quand vous avez un modèle qui fonctionne, vous pensez que le modèle est unique. Ils doivent s'adapter, les capacités d'adaptation, d'autres compétences. Je suis convaincu que pour eux, ça les ouvre, et pour nous, c'est un gain. Et puis enfin, pour les associations, on leur apporte des compétences concrètement. Donc, je pense que c'est gagnant. Et il faut qu'on s'y engage. La meilleure chose à faire, le meilleur conseil, c'est-à-dire qu'il est très important que, si d'ailleurs je suis là ce matin, je pense qu'il faut que les patrons s'impliquent. Il faut qu'on montre l'exemple. Alors, je montre l'exemple en toute partie, puisqu'avec Patrick Janté, tous les deux, avec Augustin de Romagné, j'ai repris une association, d'ailleurs, qui s'appelle United Way Alliance, qui vise
à lutter contre le décrochage scolaire dans les banlieues. Je fais un appel d'ailleurs, j'en profite. On a réuni, on vise là à 3 ans 15 000, d'aider 15 000 gamins de jeunes de banlieues, de quartiers défavorisés pour sortir du décrochage scolaire. Il nous faut 3 millions, on en a 2. Donc on s'implique. Mais le fait que j'y consacre du temps et que ça se sache dans l'entreprise, que moi-même je consacre du temps à ce type d'action, une fois par trimestre, je vais à la rencontre d'une association. Et ma compétence là, c'est simplement de partager. Je me suis rendu compte que le PDG de Total va à la rencontre de jeunes défavorisés. On leur donne une forme d'espoir, et le fait qu'on aille vers eux. Oui. J'ai toujours cette remarque en tête, le fait que je traverse le périphérique pour aller vers eux, ou qu'ils traversent le périphérique pour venir chez nous, on brise beaucoup de murs. Donc je pense qu'il faut montrer l'exemple. Oui. Je crois beaucoup aux vertus de cette idée. Donc quand Patrick m'a téléphoné pour me dire je veux lancer l'initiative, j'ai dit très bien, on va en faire partie. Voilà, donc j'espère qu'on convaincra d'autres. Je suis assez frappé, d'ailleurs j'ai appris quelque chose, c'est que les PDG ne sont pas convaincus. Donc il n'y en a que 9% vraiment convaincus. Donc on a notre bateau pèlerin. L'autocensure, c'est vrai, hein. Je peux vous dire que j'ai dû m'impliquer moi-même auprès de mon comité exécutif pour les convaincre de l'histoire des 2 ou 3 jours. Il y a eu un long débat. Cette idée, mais est-ce qu'on n'empiète pas sur leur champ Et je leur ai dit, mais en fait, ils le demandent, donc arrêtons de nous poser des questions et puis on verra bien. Donc il y a une forme de... Mais les gens répondent bien. Donc je pense qu'il faut, mais je pense que votre sondage m'a éclairé sur un point, il faut qu'on... Donc s'il y a une utilité à l'alliance de ce matin, c'est ce sondage. Donc on a du travail à faire, mais franchement, on ne peut pas la peine d'aller légiférer en France sur les entreprises à mission avec des débats complètement surréalistes, et si quelque part on ne s'engage pas là-dedans concrètement, parce que les lois c'est beau, ce qui est important c'est ce qu'on fait sur le terrain. Donc là, avec nos salariés, on a l'occasion de faire des choses concrètes, utiles, et franchement le pays en a besoin, ce qui se passe le démontre, on a vraiment besoin. Et donc il faut qu'on se mobilise tous. Voilà. Et là on aura donné un contenu à ce qu'on appelle une entreprise en mission, sans avoir besoin d'ailleurs de changer mes statuts. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est bien sûr l'avis des dirigeants, mais aussi savoir un petit peu comment les salariés vivent le mécénat de compétences. Donc, je crois qu'il y a un salarié du groupe Vinci qui va témoigner. Voilà. Est-ce que vous pouvez... Oui. Je vous laisse. Voilà, merci. Oui, bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom, votre fonction, puis nous dire en quelque sorte comment vous vivez le mécénat de compétences et ce que ça vous apporte au plan tant professionnel que personnel et surtout émotionnel. D'accord. Alors bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Mollet-Stervel, je travaille dans le groupe Vinci depuis 25 ans maintenant. J'ai eu plusieurs parcours dans le groupe Vinci. J'ai eu un parcours financier où j'ai été comptable pendant 20 ans. Et en même temps, j'ai pu également aussi montrer un engagement que j'ai depuis que je suis né, je pense. Je suis représentant du personnel. Et avec ces 2 activités qu'il y avait dans ma vie, j'avais un besoin d'aller rencontrer les salariés. Et donc, j'ai changé de métier et j'ai fait une reconversion. Et je suis aujourd'hui conseiller en prévention chez Vinci Construction France pour aller sur les chantiers et voir comment ça se passe. D'accord. Et donc, le mécénat de compétences est arrivé Le mécénat de compétences est arrivé juste après parce qu'en fait, le terrain, c'est bien. Enfin, c'est les chantiers qu'on fait aujourd'hui où on construit aujourd'hui des logements. Mais j'avais besoin d'aller plus loin et mon engagement, il s'est fait quand j'ai rencontré la Fondation Vinci. Et j'ai pu donc soutenir un projet avec l'association Le Refuge. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît l'association. C'est une association qui héberge des jeunes qui sont exclus de leur famille parce qu'ils sont homosexuels. Et du coup, donc, on a accompagné un projet de CRM. En fait, c'est un outil qui met en relation les différents interlocuteurs de l'association. D'accord. Toujours est-il, moi, ce que ça m'a permis, tout ça, c'est vraiment d'être sur le terrain et de voir la force de ces jeunes qui sont exclus de leur famille et qui ont envie, eux aussi, de s'engager. Parce que j'ai un exemple qui me vient en tête. Ils parlent souvent avec nous, ils disent « mais vous êtes bénévole, mais enfin, vous vous engagez dans l'entreprise, mais pourquoi vous faites ça ?» Parce que nous, on a envie de voir la réalité de terrain. Et eux, ça leur donne envie aussi de s'engager. Et on a eu l'occasion de travailler avec la Croix-Rouge pour faire équiper des logements pour les héberger ensuite dans ces appartements.
Moi, ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est que voilà, s'engager, c'est une réalité du terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, en tout cas dans des grands groupes dans lesquels j'ai la chance de travailler, on n'a pas vraiment cette réalité. Même si on travaille tous ensemble, le fait d'aller sur le terrain, ça apporte vraiment beaucoup de choses. C'est un réel partage. On apprend d'eux, ils apprennent de nous, et c'est vraiment enrichissant. Et au plan émotionnel, ça vous a apporté beaucoup, j'imagine ? Oui, il y a beaucoup d'émotions, évidemment, de voir un jeune dans la rue et quelque part lui redonner un logement pour qu'il se reconstruise. Oui, c'est très, très émouvant. Moi, à titre personnel, j'ai choisi mon orientation sexuelle et aujourd'hui, je suis avec mon partenaire depuis 15 ans. Et c'est vrai, depuis que je suis au refuge, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je pense qu'on a des exemples à montrer. Et justement, grâce au refuge, je dirais, j'ai pris la décision de me marier avec mon partenaire, alors que je n'étais pas du tout forcément pour le mariage, pour montrer à ces jeunes, quelque part, c'est aussi possible de se construire grâce, voilà. Donc c'est une forme de développement personnel pour vous aussi ? Complètement. D'accord, merci monsieur. Ouais, je vous en prie. Donc j'appelle tout de suite 3 autres signataires. Donc Marion Dariotor, CEO de Elan Edelman, Guillaume Pépi, président du directoire SNCF, et puis Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP. Bonjour, je vais commencer avec vous, Marion Dariotor. Donc vous êtes donc PDG d'Elan Edelman. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire notre témoin salarié, pour lui, le mécénat de compétences, c'est comme, voilà, on peut en déduire que c'est presque du développement personnel. Vous, votre définition, quelle serait votre définition du mécénat de compétences, vous qui êtes aussi vice-présidente d'Entreprise et Progrès ? J'ai beaucoup reconnu cette aspiration dans le témoignage de ce monsieur de chez Vinci, puisque effectivement, notamment à l'agence, beaucoup de nos collaborateurs choisissent sur la base du volontariat de soutenir des causes et de mettre leurs compétences au service de causes. Et effectivement, la cause qui est la plus soutenue, c'est la diversité, et avec beaucoup de collaborateurs qui s'engagent pour la parité homme-femme et pour la cause LGBT. Donc voilà. Nous, le déclic, en fait, en termes de mécénat de compétences, il est venu forcément de notre métier, le conseil en stratégie et communication, mais aussi, pour l'anecdote, il est venu des États-Unis, puisqu'en fait, mon agence que j'avais créée il y a 10 ans, Elan, quand on a rejoint le groupe Edelman il y a 4 ans, c'est un groupe américain, familial, très tourné vers l'humain, j'ai découvert une vraie tradition de mécénat de compétences aux États-Unis, ce que je ne savais pas forcément. Et dans ce groupe, depuis plus de 50 ans, on nous propose d'allouer 8 heures par an à une cause qui nous tient à cœur. Donc on l'a fait, et à ça, on a ajouté une journée par an, qu'on appelle le Citizen Day, qui est notre journée de solidarité, où les 140 collaborateurs vont sur le terrain, et on a 90% d'entre eux qui s'engagent pour soutenir une cause, donc Emmaüs, SAMU Social ou autre. Voilà. Donc on continue, toujours sur la base du volontariat. On autorise à faire ça aussi sur le temps de travail, et les collaborateurs peuvent choisir et venir nous proposer des choses. Et effectivement, vous le mentionnez, chez Entreprise et Progrès, au-delà du déclic, ça doit être une inspiration continue pour le dirigeant, parce que c'est pas toujours facile, et le baromètre IFOP le démontre. Et effectivement, au sein d'Entreprise et Progrès, il y a pas mal de patrons progressistes et humanistes auprès desquels je tire cette inspiration. Enfin, par rapport à notre métier, ça a été dit par Monsieur Gérard d'Accenture, dans les métiers du conseil, il y a souvent une recherche de sens. Alors le mot, il est galvaudé, c'est un buzzword, voilà, mais c'est vraiment une aspiration universelle, tenace, profonde, qui est essentielle dans nos métiers du conseil, que je vois chez nos collaborateurs qui veulent pas juste faire de la communication et du conseil, ils veulent juste changer le monde. Le matin, quand ils se lèvent, ils nous disent « Moi, j'ai décidé de changer le monde, très bien ». Et puis on le voit chez nos clients aussi, qu'on accompagne, qu'on encourage. Il y a une vertu incroyable dans le mécénat de compétences et dans cette solidarité, c'est la création de confiance. Et ça, c'est une belle vertu. On est dans une société qui est en défiance totale. On publie chez Edelman depuis 19 ans le baromètre de la confiance. On le présente la semaine prochaine à Davos. Et je peux vous garantir que toutes les entreprises qui s'engagent et qui give back, comme disent les Américains, ont une augmentation de la croissance, de la confiance incroyable. Et forcément, ça a un lien avec la croissance. Merci. Alors, Guillaume Pépi, donc, vous êtes à l'initiative de cette mobilisation. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est chez vous, quel a été le déclic, à quel moment vous vous êtes dit, c'est le mécénat de compétences, banco, on y va et on accélère.
Tout ce qui a été dit par Patrick Pouyanné était ce que j'avais envie de dire. Donc voilà, je souscris. Je pense que tu as fait une intervention très forte. Sur la question du déclic, nous, on a une fondation qui est principalement orientée vers la lutte contre l'illettrisme. Et donc qui bosse avec d'autres associations. Et ce qu'on n'arrivait pas bien à faire, c'est à faire en sorte que les salariés de l'entreprise eux-mêmes sentent que c'est leur affaire et pas seulement l'affaire du patron. C'est-à-dire, c'est pas seulement j'y mets 3 millions, j'y mets 5 millions par an. Et ce que le mécénat de compétences a changé avec une autre opération qui s'appelle les coups de cœur solidaires, c'est-à-dire un engagement personnel des salariés dans ces associations, c'est qu'effectivement, ça a fait en sorte que 3500 salariés de l'entreprise sont au contact d'une centaine d'associations. Et le point central, c'est effectivement que ça ne soit pas seulement des cadres. C'est pas facile. Il y a une double réticence. Il y a d'abord la réticence de la hiérarchie qui dit en gros, si moi, mes salariés sont en train d'aider des associations, clairement, je n'ai pas les effectifs que je devrais avoir. Et donc, il y a une forte réticence à libérer les gens. Alors qu'il faut essayer de faire passer cette idée que ce n'est pas seulement une dépense, c'est un investissement sur les salariés. C'est un investissement sur les salariés. La deuxième réticence qui m'a beaucoup frappé, c'est seulement les 9% d'entreprises qui le font. Et pire, je trouve 32% seulement des dirigeants, ils sont favorables. Ça veut dire quand même qu'il y a un sacré boulot. Il y a un travail de conviction à faire. Ah, il y a quand même un sacré boulot à faire. Merci. Juste, je voudrais dire une dernière phrase. Il y a une façon aussi d'accroître cet engagement. On vient de réaliser un investissement massif des salariés de l'entreprise sur les fameux stages de troisième. Les stages de troisième qui sont un révélateur très fort d'un clivage social, puisque en gros, dans toute une catégorie de la population, le stage en entreprise de fin de troisième, c'est d'aller au café ou au kebab du coin pour faire le nettoyage et ramasser les choses sur les tables, ce qui n'est quand même pas une initiation à l'entreprise. Et là, on a eu une mobilisation très forte des salariés, une forme de mécénat de compétences, qui ont senti que dans une entreprise comme la nôtre, où le mot solidarité est souvent vécu comme la solidarité interne entre les salariés, tout d'un coup, le mot solidarité, c'était l'ouverture des portes et c'était la solidarité vis-à-vis du reste des salariés des entreprises. D'accord. Augustin de Romanet, en quoi le mécénat de compétences colle à vos convictions profondes ? Bien, alors l'avantage de parler après tant de personnes intelligentes, c'est que presque tout a été dit. Néanmoins, Madame Darrieuteur a parlé du mot de confiance qui est extrêmement important. Moi, j'emploierais un autre mot qui est celui de dignité. Ce dont les humains ont besoin en général, c'est la dignité. Et le mécénat de compétences permet à la fois de donner plus de dignité aux collaborateurs, parce que l'entreprise reconnaît qu'en tant que personne, ils peuvent apporter des choses à la société. Je vais y revenir dans un instant. Et puis, ça permet aussi de contribuer à la dignité des personnes de nos territoires. Tout comme Total, nous avons une empreinte territoriale qui est forte, puisque nous créons des nuisances, notamment avec le bruit, et le fait de pouvoir contribuer au territoire alentour est très important. Donc, s'agissant des personnes, donc nous avons créé notre fondation entreprise en 2015, avec comme priorité également la lutte contre l'illettrisme. Et moi, j'ai toujours pensé que le fait de favoriser l'engagement des collaborateurs permettait d'attirer les talents. Nous avons besoin, une entreprise a besoin pour fonctionner d'attirer les meilleurs. Et si vous êtes en mesure de proposer à vos collaborateurs de favoriser leur développement dans d'autres domaines que celui strictement professionnel, comme M. Fourquet l'a montré, beaucoup d'avantages connexes, vous attirez plus de talents. Alors, la dignité donc des collaborateurs, et puis la multiplication des échanges avec les territoires. Alors, quand Guillaume Pépi parlait des tableaux de service, c'est également vrai chez nous. Quand un patron d'unité opérationnelle est obligé de laisser un collaborateur quitter l'entreprise quelques heures par semaine, il grommelle au début. Et puis, Laure Kermen Lecuir, qui est la déléguée générale de notre association, me disait il y a quelques instants, et puis quelques instants après, ils disent mais finalement, c'est très bien, ça crée des échanges, etc. Donc ça permet aussi de mettre en résonance l'action de mécénat de l'entreprise et l'implication des collaborateurs. Par exemple, en matière d'éducation, Patrick Pouyanné a parlé de l'association United Way Highlands, et je recommande évidemment à chacun d'entre vous de nous rejoindre, parce que je crois que si les entreprises ont un impact sur l'éducation, elles pourront aussi modifier l'approche que les élèves ont des entreprises, qui est une approche qui est souvent assez caricaturale. Eh bien, nous avons des collaborateurs qui passent 2 heures par semaine, environ 30 semaines par an. Nous avons avec les syndicats un gentleman agreement qui est de 6 jours par an.
de faculté de mécénat de compétences. Donc, typiquement, un collaborateur va passer 2 heures par semaine dans un collège dans lequel nous avons une implication. Ou alors, notre fondation d'entreprise aide près d'une centaine de projets chaque année, et pour chaque projet, nous essayons d'avoir un mentor qui vient de l'entreprise. C'est-à-dire que chaque association est mentorée ou est assistée par un collaborateur d'entreprise qui va regarder ce qui se passe dans cette association. Là, c'est environ une demi-journée par mois. Donc, nous avons à la fois, et j'en terminerai par là, une valorisation des collaborateurs, ça j'y crois beaucoup, et puis des liens avec les territoires qui sont améliorés. Pour conclure, je dirais juste un mot sur le très faible taux de chefs d'entreprise qui sont amis du mécénat de compétences. D'abord, ça s'explique par un phénomène qui est tout à fait statistique, qui est qu'en France, il y a beaucoup de petites entreprises. Et quand vous êtes artisan, que vous avez 2 salariés, c'est pas forcément évident. C'est pas facile de libérer du temps, quoi. Et vous trouvez la même réticence avec le mécénat de compétences que celle que vous observez avec la participation des salariés aux résultats des entreprises. Vous observez, particulièrement en France, que l'idée de développer l'actionnariat salarié est assez peu développée parmi les patrons de PME. Vous feriez des sondages, vous auriez à peu près les mêmes statistiques. Et donc je crois qu'effectivement, qu'il s'agisse du mécénat de compétences, qu'il s'agisse de la participation, le fait de pouvoir faire la pédagogie de ce que lorsque vous développez votre salarié, en réalité vous améliorez aussi la performance globale de l'entreprise, est un chantier qui me paraît utile. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour ce qui concerne Schneider Electric, alors Jean-Pascal Tricoire est représenté par Dominique Laurent, DRH. Alors, Monsieur Laurent, voilà. Donc, ça pourrait être intéressant de connaître votre regard. Oui, bah écoutez, pas de problème. Ce serait intéressant de connaître votre regard de DRH dans la mesure où les ressources humaines, évidemment, le mécénat de compétences est aussi un sujet de ressources humaines. Et dites-nous comment vous appréhendez le mécénat de compétences chez Schneider Electric, qui est un groupe international. Merci. Je faisais le constat ce matin, en fait, qu'on a beaucoup de dirigeants d'entreprise, beaucoup de représentants de la fonction, on va dire, RSE, développement durable, et finalement... Pas de DRH. Pas de DRH. Ben, voilà. Donc voilà, quelques DRH probablement, mais en tout cas, je suis heureux de représenter la fonction RH. Je crois que c'est important, c'est fondamental, parce que je crois que le mécénat de compétences ne fonctionne que quand on a une articulation parfaitement bien organisée au sein des entreprises, entre ceux qui sont les porteurs du mécénat de compétences, et dans la plupart des cas, ce sont les fondations d'entreprise, les directions du développement durable, les directions RSE, mais avec une force d'entraînement qui est la fonction ressources humaines, qui en nombre est toujours beaucoup plus importante dans l'entreprise que les directions du développement durable ou les directions RSE. Donc les deux doivent fonctionner formidablement bien. Alors chez Schneider, on a cette chance-là. Je représente aujourd'hui Jean-Pascal Tricoire qui a une conviction extrêmement forte sur ce sujet-là. Et puis aussi Gilles Vermaux-Desroches qui est notre directeur du développement durable, ô combien charismatique. Et on a toujours très très bien fonctionné entre Gilles et les directions des ressources humaines. Alors la Fondation Schneider, elle a 20 ans, elle a toujours eu un engagement sociétal extrêmement fort. On a un nombre d'initiatives qu'on pourrait citer, on pourrait passer la matinée à citer toutes les... On ne va pas avoir le temps, là. On ne va pas avoir le temps. Toutes les initiatives qu'on a dans ce domaine-là. Mais pour nous, c'est extrêmement fondamental. Et au-delà de tout ce qu'on fait à travers le mécénat de compétences, on a un dispositif qui s'appelle Pass ONG. On a un autre dispositif qui s'appelle Volunteering, qui offre à des collaborateurs, et en très grand nombre, la possibilité de s'engager en dehors du temps de travail dans des actions de mécénat de compétences. Et ça, c'est pour le monde entier ? Ça, c'est pour le monde entier. Alors, en France, on est toujours un peu plus précurseur, mais c'est dans le monde entier, parce que Schneider, il faut toujours avoir en tête qu'on est une entreprise extrêmement internationale, extrêmement globale, et quand on regarde nos grands territoires, que sont la France, la Chine, l'Inde, les US, si je prends les grands territoires, tous ces dispositifs-là sont démultipliés également. En France, on a signé cette année un accord qualité de vie au travail, dans lequel on a organisé, comme un certain nombre d'entreprises l'ont dit aujourd'hui, la possibilité pour chaque collaborateur de consacrer 3 journées pour découvrir ce qu'est le mécénat de compétences, et j'irai en avance de quelque chose qui pourrait être plus large pour eux s'ils veulent s'engager pour 1 an. Donc on a signé ça cette année. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important.
Et moi, il y a quelque chose, quand je regarde le sondage, l'enquête qui a été faite, de dire finalement il y a encore une adhésion qui est assez faible dans ce domaine-là. Moi, je ne crois pas du tout à la force de la loi pour ça. On ne va pas encore attendre du législateur. Non, c'est un travail de conviction. Voilà, c'est un travail de conviction. Et je rebondis sur ce que notre président Macron avait dit, qui avait été mal compris et plutôt raillé à un moment, cette notion de premier de cordée. Je pense qu'aujourd'hui, dans cette salle, on a un rôle de premier de cordée. C'est-à-dire qu'on doit montrer la voie à d'autres entreprises, on doit expliquer ce qu'on fait, et on doit surtout expliquer les bienfaits dans ce domaine-là. Et je voudrais faire un dernier commentaire. Nous, on a une conviction qui est très forte. On a démarré le mécénat de compétences un petit peu sans le savoir, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose. C'est à travers l'alternance. Schneider a été, il y a très longtemps, leader, a mené avec Henri Lachmann une mission sur l'apprentissage en France. On a l'idée de la mission sur l'apprentissage en France. Aujourd'hui, on a 1000 apprentis en permanence chez Schneider. C'est véritablement une conviction extrêmement forte des managers, des collaborateurs, d'avoir un engagement sur l'apprentissage. Et au fond, on s'est rendu compte que quand on a commencé l'apprentissage en France, en tout cas à très grande échelle, on a commencé à faire du mécénat de compétences. Merci beaucoup. C'est moi. Alors, je vais appeler un autre trio. Alors, Gilles Bonenfant, président d'Eurogroupe Consulting, Stéphanie Le Serre, DRH de Pêche Groupe France, et Nicolas Sekaki, président d'IBM France. Bonjour. Alors, Gilles Bonenfant, donc chez Eurogroupe, vous faites du mécénat de compétences depuis longtemps, je crois que ça fait 17 ans. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous appréhendez, vous, la notion d'utilité sociale que véhicule justement le mécénat de compétences, mais votre avis personnel. Oui, juste un mot. Pourquoi on a démarré? Pourquoi vous avez démarré? C'est intéressant par rapport à ce qui a été dit. Nous, on a et démarré. Après, votre avis personnel. Oui, voilà, mais nous, on a démarré au moment où la loi Aubry, loi travail, on avait des discussions avec le personnel sur les 35 heures. Et donc, ils nous disaient, il nous faut du temps. Il faut du temps, mais... Et si finalement, on prenait du temps ensemble, et on avait un levier éminemment différent au travers du mécénat de compétences. Donc ça fait une vingtaine d'années. Et on a commencé à le faire sans fondation, juste en permettant aux collaborateurs de choisir des associations qu'ils proposaient à un jury fait de personnalités externes et internes, et de passer du temps, faire des jobs comme on fait, on est consultant classiquement. Et ça avait deux vertus. Ça avait la vertu de faire du bien à la société, et Dieu sait qu'elle en a besoin. Et ça avait une deuxième vertu, c'est permettre à des consultants finalement d'être, des fois on leur reproche d'être hors sol, ben là ils sont pas hors sol parce qu'on a des associations en face de nous. En fait, faut faire vite et bien, et on est sur des cycles assez courts de 6 mois. Et ça, on fait ça depuis une vingtaine d'années. Et puis quelques années après, donc récemment, pour les 35 ans d'Eurogroupe et les 15 ans du mécénat de compétences, on s'est dit ensemble qu'il fallait créer une fondation. Donc on a créé une fondation parce que maintenant on a besoin à la fois de financer et puis de faire du mécénat de compétences. Alors la question que vous posiez, c'est finalement pourquoi tout ça et qu'est-ce qu'on en ressent? Pourquoi tout ça? Le moment présent démontre à quel point notre société a besoin d'agir. Et puis si des populations, dans le public aujourd'hui, il y a des très très grandes entreprises. Nous, on est une UTI, on est 1500 dans le monde, on n'est pas de la taille de certains qui sont là. Mais si également des gens comme nous ne sont pas capables d'agir au plus près du terrain et être capables d'agir avec une force vive. Alors, des consultants, c'est avant tout des gens surdiplômés, mais l'idée, c'est de voir comment, à la fois ces populations-là, et puis les collaborateurs, plutôt fonction support, seront à la manœuvre pour faire changer les choses. Alors, nous, on a des causes, plus que d'autres, sur lesquelles on travaille. On travaille beaucoup sur l'accès à l'éducation, beaucoup l'ont dit ici. Les collaborateurs ont choisi d'anticiper le stage de 3e, vous l'évoquiez à l'instant, en disant, nous, on aide dans des maisons de quartier, des étudiants, enfin des scolaires, qui sont en 4e pour faire les bons choix en 3e, pour éviter justement de tomber dans la mauvaise spirale. Donc ça, c'est des choses qui ont une vraie vertu. Et puis on travaille aussi, bien évidemment, sur le handicap ou sur l'écologie. Et puis, peut-être un mot, je voudrais souligner la dernière association qu'on a choisie au travers d'un jury. Cette association s'appelle l'association SEV, que certains la connaissent peut-être. Et l'idée, c'est d'aider des jeunes, des très jeunes, en donnant des cours de philo dans des maternelles ou ouvrir très très jeunes, parce qu'on se dit que si la génération qui va arriver dans 20 ans dans l'ambiance qu'on vit aujourd'hui, elle pouvait avoir un état d'esprit éminemment différent, peut-être que ça ferait du bien. Donc il faut plusieurs générations pour y arriver, mais si on ne travaille pas très tôt, finalement, voilà, avec un effet de leverage énorme, plus cette association ambitionne à l'échelle de la France de toucher environ 1 million
jeunes dans tout le territoire. Donc voilà, on est très à la manœuvre. Collé aux enjeux sociétaux. Exactement, en fait. très collé aux enjeux sociétaux. Ça nous semble éminemment essentiel. Merci. Stéphanie Le Serre, donc, vous êtes la deuxième DRH de l'Assemblée. Donc je pense que Dominique Laurent va apprécier. Justement, justement, votre regard de DRH et le fait que le mécénat de compétences, bien souvent, évidemment, comme il se fait sur le temps de travail, on peut se dire que peut-être que les RH peuvent freiner des 4 fers aussi pour qu'il peut y avoir il y a la volonté, il y a une volonté, mais dans la réalité, c'est pas facile à réaliser. Est-ce que vous pouvez nous donner votre regard sur le mécénat de compétences? Ça peut être une crainte, en effet. Moi, j'ai la chance d'être DRH de PageGroup et d'avoir un double regard sur PageGroup, mais aussi sur l'ensemble des candidats qui postulent à nos offres, puisque notre métier, c'est d'être recruteur. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça a un sens qui est très fort pour eux. Le mécénat de compétences et de manière générale le sens qu'ils vont venir trouver dans l'entreprise. Et le mécénat de compétences, je trouve, permet de prouver que l'entreprise est en phase avec ses valeurs et démontrer qu'elle est vraiment attachée à ce qu'elle entend démontrer à partir d'un certain nombre de principes. Alors aujourd'hui, comment exercer le mécénat de compétences et est-ce que c'est un frein dans l'entreprise? Moi, j'ai l'impression que ça fait gagner du temps. Comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment aujourd'hui beaucoup une question de confiance envers les collaborateurs, leur donner la confiance de faire ce type de mission à l'extérieur, leur donner la confiance du temps qu'ils vont y accorder. Donc ça crée bien sûr du lien. C'est un puissant facteur d'attraction et de rétention. Et pour vous donner un exemple, au sein de PageGroup aujourd'hui, c'est devenu un des piliers de notre promesse employeur. Pourquoi ce n'est pas de la marque employeur ou du marketing, c'est que c'est vraiment une demande de nos collaborateurs et que c'est une réalité. Alors quand on a un groupe comme le nôtre qui travaille dans l'emploi, on ne peut pas se dire que notre fonction, c'est juste de recruter et de ne pas être engagé au sein de la profession pour défendre des causes qui nous tiennent à cœur, comme la lutte contre les discriminations. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on investit beaucoup de temps, nous, à titre d'entreprise, mais on demande à nos collaborateurs aussi de dédier du temps pour passer du temps sur le terrain avec des candidats qui ne sont pas ceux qu'on rencontre dans nos bureaux, qui sont dans des candidats qui peuvent rencontrer des difficultés. Et c'est vrai que pour nous, aujourd'hui, ça fait partie quasiment de leur métier et de nos valeurs de participer à cette cause. Et puis on veut leur permettre aussi de défendre leur propre cause. On a dans nos effectifs des collaborateurs qui sont très impliqués bien avant de nous rejoindre auprès de certaines associations et qui veulent pouvoir continuer à le faire sur leur temps de travail et sur leur temps privé. Et c'est vrai que j'entendais certains d'entre vous dire que ça se passe plutôt le soir et le week-end, ou d'autres pendant le temps de travail. Avec les associations, on ne choisit pas nécessairement. Et nous, on veut leur libérer le maximum de temps. On a par exemple dans nos effectifs le président d'Aide France aujourd'hui. Ça lui prend beaucoup de temps. Et c'est lui qui organise son agenda. On a une confiance très forte dans ce qu'il fait. Et il passe une partie de sa semaine au sein d'Aide France, une partie de sa semaine au sein de Michael Page. Pour autant, il est à plein temps chez nous. Et il est venu me voir il y a quelques temps pour me dire qu'il voulait s'investir encore plus auprès de moi sur tout ce qui est éthique et responsabilité auprès de nos clients pour les accompagner dans leur démarche. Donc voilà quelques illustrations, mais je pense... Vous savez, je vais faire un parallèle qui peut paraître un petit peu étrange, mais on dit souvent que quand on libère du temps pour faire du sport ou des activités personnelles, on va être plus performant au sein de l'entreprise, on va être plus performant à côté. C'est pas une question de temps. Et je pense que pour le mécénat de compétences, ça apporte tellement en termes d'épanouissement personnel, en termes de confiance dans l'entreprise, en termes de confiance personnelle, qu'en fait, je pense que les DRH doivent être confiants. Ça ne fera pas perdre du temps à leurs collaborateurs, bien au contraire, ça va les engager, les fidéliser et leur permettre au quotidien d'être plus performants. On en revient toujours à un travail de conviction. Nicolas Sekaki, l'engagement solidaire de l'entreprise et des salariés colle... En quoi, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela colle parfaitement aujourd'hui avec les besoins de la société et les enjeux de l'entreprise? Et puis surtout, ce qui vous a motivé à vous vous mobiliser sur ce sujet? Plusieurs sensations. Donc IBM, ça fait 50 ans qu'on fait du mécénat de compétences, ça fait partie de nos valeurs. Moi, l'impact, l'enseignement que j'ai, c'est il faut avoir des fondations, il faut avoir des programmes, il faut avoir des valeurs, mais il ne faut surtout pas déléguer à votre fondation ce sujet-là. Il faut avoir une fondation, mais après, il faut le vivre. Donc c'est une conviction, mais c'est plus qu'une conviction, c'est un art de vivre. Et donc, le véritable chose, ne déléguez pas, c'est un moyen, mais surtout, il faut après canaliser. Et donc, tout ça, ça veut dire quoi? C'est qu'à titre personnel, moi, c'était la diversité et les compétences. Voilà, au début, c'était la diversité, maintenant, j'ai rajouté les compétences. Et finalement, je me suis rendu compte que beaucoup de collaborateurs voulaient faire des choses qui n'étaient pas forcément dans le cadre de la fondation. Et donc, l'objectif, ça a été d'autoriser les gens à venir en disant « j'ai envie de faire quelque chose ». Donc ça, c'était la première phase.
Et elle est extrêmement importante de pouvoir vivre ça. Alors on a les canevas, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est participer aux communautés dans lesquelles nous vivons. Donc ça, c'est les grands cadres dans lesquels nous nous reconnaissons. Le deuxième enseignement, c'est l'impact. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à avoir de plus en plus de collaborateurs qui participent, ce qui est superbe, chacun fait ce qu'il a envie de faire un peu, et ce qui est bien. Mais quel est l'impact que nous avons sur la société ? Et là, c'est comment est-ce qu'on arrive, tout en laissant de la liberté, un cadre assez général, à se regrouper sur des sujets qui ont un impact. Genre, par exemple, un sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, moi à titre personnel, mais je sais que on parle tous, par exemple, de la fracture numérique. Est-ce que la technologie va laisser des gens sur le bord du chemin ? Est-ce que l'intelligence artificielle va... Eh bien, si on est capable de travailler sur ces sujets, de démontrer par notre engagement personnel et d'entreprise qu'on est capable de faire venir des gens qui ne sont pas, par exemple, des informaticiens dans le monde du travail avec l'informatique, si on est capable d'inventer les métiers de demain, alors on va à l'encontre d'une idée reçue, et ça, c'est un engagement très personnel. Voilà, donc mon enseignement, c'est qu'il faut avoir un impact, il faut canaliser aussi, proposer un cadre, et puis finalement, ce que nous faisons ce matin, c'est que ça va au-delà de l'entreprise, parce que si nous sommes tous sur finalement la réinsertion sociale, etc., et qu'on est tous très éparpillés, c'est bien sur le territoire, mais si on pouvait aussi de temps en temps créer des vocations, c'est aussi important. Donc un peu de souplesse dans quelque chose qui est un peu plus canalisé. Merci beaucoup. Alors on va voir un autre témoignage de la salle, une salariée d'Accenture. Est-ce que vous pouvez nous dire votre nom, votre fonction, puis nous, comme monsieur précédent de Vinci, nous dire quel est votre vécu professionnel et ce que ça vous a apporté au plan personnel, s'il vous plaît. Bonjour, Tiffaine de Pomereau, je travaille chez Accenture depuis 6 ans dans la partie conseil en stratégie. Et j'ai la chance, presque chaque année, de pouvoir réaliser des missions en mécénat de compétences pour des associations. En l'occurrence, je travaille depuis presque 8 mois à mi-temps pour le projet Territoire Zéro Chômeur, qui a pour ambition de montrer que sur un territoire, on peut supprimer le chômage de longue durée tout en répondant mieux aux besoins des habitants, et ce, sans surcoût pour la collectivité. Alors quand je dis que c'est une chance, je le pense vraiment. Pour moi, le mécénat de compétences, c'est l'opportunité de m'engager personnellement dans le long terme pour un projet d'intérêt général, et le tout avec beaucoup plus de force que si je le faisais sur mon temps personnel. En effet, chez Accenture, le mécénat de compétences, il est totalement intégré dans notre parcours de carrière. Quand je réalise une mission en mécénat de compétences, elle est valorisée de la même manière qu'une mission classique, et ça demande exactement les mêmes exigences. Ça prend combien de temps sur votre temps de travail ? Alors là, en l'occurrence, je suis à mi-temps, mais c'est variable. Il y a des projets sur lesquels on peut être affecté à temps plein, d'autres un peu moins. Voilà, ça dépend. Et puis j'ai une personne, j'ai un jeune consultant à temps plein. Donc c'est un vrai engagement. D'accord. Et au plan, vous rencontrez des personnes que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. Ouais, qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, ce que ça m'apporte, évidemment, ça me permet de me développer toujours dans mon métier de consultante, puisqu'on offre à nos associations toute la palette du consultant en stratégie. Mais ça permet aussi de me développer sur des choses un petit peu différentes. C'est vrai que ça demande une grande adaptabilité déjà, puisque les associations n'ont pas du tout l'habitude de travailler avec des consultants, donc c'est vraiment à moi d'adapter le discours, les méthodes. C'est des projets aussi qui nous font toucher du doigt de manière concrète et directe les difficultés que rencontrent certaines personnes, donc en l'occurrence sur Territoire Zéro Chômeur, des personnes qui ont été privées d'emploi pendant de longues années. Donc c'est des échanges qui sont très riches et qui ne sont pas forcément toujours faciles à appréhender. Donc en ça, c'est vraiment intéressant. Et ça suppose aussi beaucoup de créativité, de capacité à innover, puisque les associations souhaitent répondre à des défis qui remettent vraiment en question notre système. Et donc, par nature, ça appelle à des solutions innovantes, hors normes. Et Territoire Zéro Chômeur en est un très bon exemple. Merci beaucoup. Donc on va avoir un autre témoignage. Alors c'est pas un témoignage, c'est plutôt une personne qui représente. Donc c'est le secrétaire général du groupe La Poste, Monsieur Philippe Bajou, qui représente Philippe Val, qui n'a pas pu se libérer. Alors Monsieur Bajou, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous appréhendez le mécénat de compétences à La Poste ? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que nous aussi à La Poste, on a notre fondation qui travaille sur la correspondance et notamment sur l'un des axes qui est
la lutte contre l'illettrisme. Nous avons, avec la Banque Postale, une fondation qui s'appelle l'Envol et qui permet à des jeunes issus de milieux défavorisés méritants d'être accompagnés individuellement depuis la seconde jusqu'à Bac+3, issus du rural, de l'urbain, de la métropole et des DOM. Alors, ayant ça en tête, ayant en tête aussi que les postiers sont engagés dans les associations, notamment les associations locales, tout le monde a en tête le Creuset qui a constitué pendant des années et des années la SPTT pour la formation de jeunes champions sportifs, eh bien, nous nous sommes dit, dans le moment de transformation de notre entreprise, qu'est-ce que nous vivons, qu'est-ce que nous pouvons faire de plus ? Nos salariés nous disaient, dans ce grand moment de transformation de l'entreprise, nous avons un besoin extrêmement fort de transmettre. Transmettre à la fois à des salariés, et donc là, c'est le volet de l'accompagnement, du tutorat, etc., mais aussi transmettre nos valeurs à d'autres personnes au sein de la société. Et donc, nous avons, avec eux, mis en place un dispositif qui est un dispositif de mécénat de compétences long, qui se situe en fin de carrière, et qui leur permet d'être présents dans des associations pour des périodes donc, de l'ordre d'1 an, renouvelables, le cas échéant, de faire la transition pour eux entre la vie active et la vie professionnelle, et le cas échéant, de continuer en tant que bénévoles dans l'association ultérieurement. Et évidemment, ils apportent des compétences professionnelles au sein de l'association qu'ils ont eues. Il y a un aller-retour entre la Poste et l'association sur comment ce qui se passe dans l'association peut aider la Poste dans sa transformation, et eux-mêmes, comment ils peuvent apporter leur passé professionnel dans l'association. Et donc, voilà ce que nous avons mis en place. Et le déclic, ça a été, qu'est-ce qu'on fait, finalement, une fois qu'on a fait beaucoup de choses dans le monde associatif, qu'est-ce qu'on fait quand on est une entreprise en transformation et qu'on a nos collaborateurs qui veulent transmettre quelque chose à un moment donné au reste de la société. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais appeler 3 autres dirigeants à me rejoindre sur scène. Donc, Pascal Gustin, PDG d'Algoé, Irache Martinez, la cofondatrice de Showroom Privé, et puis Alain Roumillac, le président de Manpower Group France. Alors, je vais commencer avec vous, Irache Martinez. Vous êtes dans l'économie numérique, vous êtes cofondatrice avec Thierry Petit. Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans le mécénat de compétences ? Alors déjà, je ne suis pas cofondatrice. En fait, pas cofondatrice. C'est pas grave. J'aurais bien aimé, mais non. C'est ce qu'on m'avait dit. C'est David Daillon et Thierry Petit qui sont les fondateurs. Donc en fait, le mécénat de compétences est vraiment au cœur de notre démarche RSE. Elle est née simplement de l'envie de partager avec le plus grand nombre, d'être inclusif sur notre expertise digitale sur laquelle on a une longueur d'avance, vu qu'on est un pur player, et notre goût, notre ADN innovation. Donc aujourd'hui, elle s'exprime à travers trois grands axes. Nous avons créé la première école du e-commerce à Roubaix, où nous avons des studios photos, et on a créé plus d'une centaine d'emplois. Et le maire, Guillaume Delbarre, nous a dit « Ok, vous avez créé de l'emploi dans notre territoire, mais il faut aller plus loin, là, il faut s'engager. » Et 1 an après, on a créé cette école où, là, on va être à notre 4e promotion, où on accueille des chômeurs de très, très longue durée, des jeunes qui ont décroché. Ce sont nos salariés avec une coach qui les forme. Et pendant 6 mois, après, on leur trouve un stage et ils trouvent tous un travail après. Ils créent des startups, il y a des très très belles histoires, et donc nos salariés sont hyper engagés.
Le deuxième axe, on a créé un incubateur aussi d'un tout nouveau genre où il y a 0 prise de participation, il n'y a aucun intérêt économique. C'est des startups, et là pareil, on a notre 4e promotion, donc c'est plus de 20 startups par an, et ce sont nos salariés qui les coachent, qui les accompagnent. Ils ont des crédits temps, et ils vont aller pouvoir travailler avec nos juristes, les équipes marketing, comme logistique, sur des problématiques, pareil, très digitales, et autour de l'innovation. Et puis après, comme beaucoup d'entre vous, nos salariés s'engagent auprès d'associations sur lesquelles on a des partenariats, comme Toutes à l'école, où nous envoyons des salariés au Cambodge en mission humanitaire. Nous sommes dans le 93 à la Plaine Saint-Denis, donc on travaille aussi avec des associations locales où beaucoup de jeunes viennent chez nous pour avoir aussi des rôles modèles, comprendre des nouveaux métiers, comprendre aussi que peut-être il ne faut pas faire 5 ans d'études, ni HEC, ni l'ESSEC pour trouver un boulot intéressant avec des salaires importants. Donc il y a beaucoup de développeurs, de geeks qui leur expliquent leur parcours, et puis tout d'un coup ils se projettent, et il y a un dialogue qui se crée. Et également aussi on accueille des élèves de la Plaine Saint-Denis dans nos locaux, et nos salariés les aident à faire leurs devoirs, à faire leur CV, à les coacher. Voilà. D'accord. Donc ça semble presque naturel. Il n'y a pas de travail de conviction particulier à faire. Vous impliquez... Nous, c'est une forte demande. Ouais. Tout a été dit, sauf personne n'a prononcé le mot, donc je vais le faire. Les millennials. Alors, il faut savoir que chez nous, la moyenne d'âge, c'est 28 ans, 30 ans pour certains départements, 28 pour d'autres, et ce sont des publics vraiment en quête de sens. Et donc c'est presque une évidence et du coup nous on n'a pas de compteur temps. On a une obligation, ils ont des obligations de résultats dans leur travail, et donc il n'y a pas de compteur temps. Tout ça se fait de façon assez naturelle et presque spontanée. D'accord. Pascal Gustin, votre société, alors vous faites du mécénat de compétences depuis très longtemps. Et en quoi s'impliquer auprès de populations qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer permet de comprendre, d'apprendre, de progresser? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, avec le recul que vous avez, ce que ça apporte toujours dans la ligne de nos 2 témoins, ce que ça peut apporter à des gens qui ont envie de faire du mécénat de compétences? Dans le mécénat de compétences, il y a vraiment une notion de compétences. Et donc le mécénat que fait Algoé, c'est un mécénat qui est vraiment lié à nos savoir-faire. Il y a une façon d'être mécène, c'est d'apporter à un moment donné une force de travail sur des sujets particuliers, mais qui ne nécessitent pas des compétences très spécifiques. Là, il s'agit vraiment de faire du conseil en stratégie, en organisation, en projet. Et ce que ça va apporter aux jeunes, c'est bien évidemment une professionnalisation qui peut être plus forte. Par contre, il ne faut pas se cacher la face que c'est des sujets qui sont très difficiles. En général, quand on va intervenir dans des associations, ce n'est pas des univers qui sont simples. Et pour des jeunes en particulier qui nous rejoignent, c'est des univers qui peuvent être, dans certains cas, complexes à gérer personnellement. Donc il y a toujours la nécessité pour nous et la volonté pour nous d'essayer d'être accompagnés par des seniors. Ce qui nous a posé la question à un moment donné de l'encadrement de ces jeunes et des consultants qui vont en mission. Et on a élargi notre structure de mécénat aux alumni, c'est-à-dire aux anciens d'Algoé et aux anciens qui sont souvent partis à la retraite. Donc on a des gens qui sont partis à la retraite et qui viennent retravailler avec nous et qui accompagnent beaucoup de jeunes. Il faut faire attention, on a évoqué la notion de développement personnel, c'est vrai, ça contribue beaucoup au développement personnel, mais c'est aussi des univers où on rencontre des choses qui sont très dures, pas évidentes. Il faut savoir pourquoi on s'engage par rapport à ça. On ne s'engage pas de façon complètement anodine. Donc ça peut avoir des impacts sur la vie personnelle. Il faut faire attention à ces logiques d'accompagnement. Il ne faut pas oublier qu'il y a un savoir-faire aussi. Voilà. D'accord. La deuxième logique par rapport au développement et à ce que ça apporte, c'est le fait qu'on a, dans mécénat, il y a plusieurs formes de mécénat. Ici, nous faisons tous, je pense, du mécénat pro bono. C'est-à-dire que nous donnons du temps de travail des salariés qui consacrent à des associations. Deux jeunes femmes ont à Algoé proposé, il y a plus de 15 ans, un système un petit peu particulier qui a contribué à créer une structure qui s'appelle Algorêve, qui, elle, fait du mécénat d'une façon particulière, c'est-à-dire que on définit une mission de conseil qui est cadrée par rapport à cette association, par rapport à ce groupe de travail. Quand la mission est définie, à ce moment-là, des salariés s'engagent et ils vont donner un jour de leur temps
2 congés et la société va payer l'autre jour. Donc c'est un engagement qui fait que le salarié lui-même va faire un don de son propre temps de travail. C'est très différent. C'est très différent. Et ça, c'est encore autre chose. Oui. Voilà, ça c'est une expérience qui a été intéressante parce que ça a été apporté par deux jeunes femmes, 2 consultantes d'Algoé. On a tous dit, bon, on fait du mécénat pro bono, c'est très bien. Non, c'est autre chose. Et c'est toujours un sujet qui revient en permanence en disant, oui, mais de toute façon, je fais ça sur mon temps de travail, mais je fais aussi ça le week-end, etc. Oui, mais c'est une autre dimension. Il y a une dimension du don. Puis il y a encore une autre forme qui peut se mettre en place, qui est celle du mécénat où, en fait, on va contribuer à faire, au travers d'une SKIC qu'on a créé avec des collègues du Conseil, à faire du mécénat à prix coûtant, qui est un modèle un peu américain, qui est une autre façon d'intervenir pour des très, très grosses structures sur des missions lourdes. Ça aussi, c'est une autre façon d'intervenir qui est un petit peu plus controversée, d'ailleurs. Ce sont des pistes à creuser. Alain Roumillac, chez Manpower, c'est bien connu, le mécénat de compétences, vous en faites depuis longtemps, à travers votre fondation. On voit que le mécénat de compétences suscite beaucoup de fierté chez les salariés. Et est-ce que vous pouvez nous dire, vous, quelle est votre conviction, en quoi, justement, ce mécénat s'inscrit tout particulièrement dans les préoccupations actuelles ? D'abord, nous, nos équipes, elles sont en contact en permanence avec des gens qui sont en grande difficulté. Oui. Ils ont qui ont une difficulté, en particulier, s'insérer sur le marché de l'emploi. En plus, on le fait à l'échelle, on met 300 000 personnes à l'emploi, on doit rencontrer entre 500 et 800 000 personnes par an, et on a chaque jour entre 110 et 120 000 personnes chez nos clients. Et ces gens-là, déjà, une grande fierté dans le travail qui est réalisé, parce que il faut les aider, il faut les accompagner, il faut les coacher, il faut les former. Parfois, il faut aussi les aider à trouver un logement en fonction de l'endroit où ils sont. Et donc, face à ces fractures, et dont on n'a quand même pas le sentiment qu'elles sont en train de se résorber, il y a une demande extrêmement forte de la part de nos équipes qui est de dire, mais qu'est-ce que l'on peut faire, et nous qui sommes au contact tous les jours de ces publics en difficulté, pour rendre le monde un peu meilleur et essayer de faire en sorte qu'il y en ait moins qui arrivent en difficulté, qu'il y en a moins qui arrivent en décrochage scolaire et qu'on a du mal à insérer. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est en particulier nos équipes qui sont sur le terrain, au contact de l'ensemble de ces personnes, qui déjà étaient parties pour travailler au niveau des associations locales sur chacun des bassins d'emploi sur lesquels nous sommes. Et c'est de dire, on a structuré ce sujet en disant, bien sûr, vous avez un rôle social dans votre métier, c'est ce qui fait la spécificité de notre métier, parce qu'il est et commercial et avec une fibre sociale extrêmement importante, mais on va vous donner du temps pour que vous puissiez aussi vous insérer dans l'ensemble du monde associatif et au service de causes qui vont faire que sans doute il y aura des gens qui viendront moins en difficulté dans vos agences demain. Et puis le deuxième sujet, ce que ça a aidé, ça a été aidé aussi à réconcilier nos équipes du siège avec nos équipes de terrain, parce que nos équipes de terrain, elles le vivent tous les jours, nos équipes du siège, elles en entendent parler. Un peu moins. Voilà. Et donc, au travers de notre fondation a identifié un certain nombre d'associations que l'on allait supporter. Mais ensuite, on a fait toute une communication sur ces associations pour permettre à nos équipes du siège de pouvoir aller faire du mécénat de compétences auprès de ces associations, au service, encore une fois, de cette cause qui est d'essayer de faire en sorte qu'on essaie de réduire autant que faire se peut les fractures qu'il y a au niveau de notre société pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens, en démarrant le plus jeune possible, qu'il y ait de moins en moins de gens qui aient des difficultés à s'insérer sur le marché du travail, quelle qu'en soit la cause dans le futur. Et votre conviction personnelle sur le sujet ? La conviction personnelle, c'est que moi, je m'engage aussi personnellement sur ces sujets. Bien sûr, au travers de notre fondation, mais aussi au travers de la fondation Agissons contre l'exclusion, dont j'ai la vice-présidence en charge de l'emploi, et donc où j'accompagne un certain nombre de projets sur ces sujets-là, où mes équipes sont impliquées, mais on regroupe 5800 entreprises qui sont impactées au travers de l'ensemble de nos clubs. Donc voilà, donc je pense que c'est aussi le rôle des dirigeants oui. d'eux-mêmes de montrer la voie, de s'impliquer, de passer du temps à titre personnel au sujet de ces causes dont on a le sentiment que c'est véritablement ce qu'il faut qu'on fasse pour essayer d'améliorer les choses. Mais je dirais améliorer les choses, et peut-être déjà dans un premier temps, c'est faire en sorte d'ailleurs qu'elles ne s'empirent pas. Surtout malheureusement. Merci beaucoup. On va avoir un autre témoignage.
Donc un témoignage d'une salariée du groupe SNCF, Florence Dachary. Je suis ravie d'être là ce matin. Pouvez-vous avancer un petit peu avec, à l'invitation en particulier de Marianne Éché à la Fondation SNCF. Ça fait maintenant 4 ou 5 ans, Marianne, je crois, hein, que je fais du mécénat. En particulier, j'ai commencé avec l'Alliance des mécènes. Je crois que ça a croisé cette proposition de l'entreprise et de l'énorme travail que je salue là de toute l'équipe de la Fondation SNCF qui vraiment se met au service de tous les collaborateurs de SNCF pour nous proposer une palette d'univers du possible. Et chacun va pouvoir faire des actions moyen, court, long terme sur des univers qui peuvent nous toucher plus ou moins, que ce soit l'éducation, l'illettrisme, l'environnement. On l'a vu dans les témoignages précédents. Tout à fait. Excusez-moi. Et voilà, donc moi j'ai commencé avec l'Alliance des mécènes dans un collège de Sarcelles qui ne savait pas, on parlait du périph' et d'un côté et de l'autre, qui ne savait pas qu'il y avait des métros automatiques et on parlait des métiers de demain et je me suis dit, rien que pour ça, ça valait le coup d'y aller. Et puis maintenant... On vous sent un peu ému, aussi, oui, parce que ça a été, Marianne le sait, cette première expérience au collège de Sarcelles, elle a été très très forte. Et puis maintenant, je travaille aussi avec Capital Filles et puis Passeport Avenir, qui a, je crois, changé de nom, article 1, pardon. Il y a aussi beaucoup, ça bouge beaucoup dans le monde des associations, il y a beaucoup de regroupements, parce qu'il y a des envies de faire des actions à des plus grandes échelles. Et voilà, donc je m'arrête là, parce que 3 associations, ça me suffit. Je pense que ça a croisé aussi ma vie de maman, tout simplement, parce que c'était à peu près des rencontres de jeunes et des parcours qui correspondaient aussi à la vie de mes enfants. Et voilà, donc j'accompagne aujourd'hui deux jeunes filles tutorées sur Capital Filles. Une qui n'était pas prévue, mais qui est la copine de l'autre, qui m'a dit ma copine, elle n'a pas la chance d'avoir une marraine, donc je l'amène avec moi, ça ne te dérange pas. Et voilà, donc ça, c'était aussi la bonne surprise de cette année. Et puis, je pense que tout le monde l'a dit, ce sont des très belles rencontres pour ce qui me concerne avec des jeunes, avec aussi des gens du milieu, des associations, mais du milieu de l'enseignement. Et ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très chouette. Et aujourd'hui, en particulier avec les enseignants, on a des partenariats extrêmement constructifs. Et pardon, bien sûr, et une vraie ouverture. L'ouverture, c'est aujourd'hui une des valeurs de notre société. Je travaille chez SNCF, dorénavant chez Réseau. Je crois que tout le monde l'a dit, mais ouais, c'est une vraie ouverture. C'est un vrai travail de responsabilisation, chacun à notre niveau, et de coopération avec différents acteurs. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais donner la parole dans la salle à Christian Caille, qui est délégué au développement durable chez Vinci. Donc, Xavier Huillard n'a pas pu se libérer. Donc, Monsieur Caille, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe chez vous en termes pour ce qui concerne le mécénat de compétences? Quelle est votre appréhension du sujet? C'est toujours un peu difficile de passer parmi les derniers et d'essayer de trouver quelque chose de nouveau et différent, puisqu'on partage, et on se connaît pour certains depuis très longtemps, on partage vraiment beaucoup à la fois des contenus du baromètre et puis des expériences des uns et des autres. Nous, pour essayer de faire quelque chose d'un peu décalé, on est dans un univers où on a plus de 3000 entreprises, dont les 3/4 ont moins de 100 salariés. On fait 250 000 chantiers dans une centaine de pays chaque année. Et donc notre vraie richesse, ce sont les salariés. Donc depuis le début, c'est-à-dire depuis la création de Vinci au début des années 2000, on s'est dit il y a cette richesse-là et c'est eux qui doivent s'engager. L'entreprise doit les aider et doit donner toutes les formules possibles et inimaginables dans des contextes territoriaux extrêmement différents. On doit leur dire c'est possible, allez-y. Comme on est en modèle non centralisé, c'est-à-dire qu'on a réduit vraiment au minimum tout ce qui relève de la méthode, du processus, de la procédure. C'est à l'initiative des uns et des autres. Mine de rien, on a quand même, je regarde Marianne parce qu'elle nous suit comme on la suit aussi, c'est à peu près 700 nouveaux collaborateurs engagés chaque année, c'est une douzaine de fondations qui tournent. Alors fondations selon les territoires et les contextes locaux, hein, c'est très très variable, mais la cause est unique. Oui. Et quelle est la proportion de non-cadres, justement, puisque le baromètre disait qu'il y avait plus de cadres qui s'engageaient. Donc peut-être chez vous, dans le BTP, il y a peut-être... quelle est la proportion de non-cadres qui sont engagés dans le mécénat de compétences?
On n'est pas encore excessivement bon sur le sujet. On a démarré plutôt par une initiative France, et c'est vrai que c'est parti plutôt du siège, et donc c'est plutôt des cadres, voire au début des cadres dirigeants. C'est un grand classique du genre. On essaye depuis 3 ans de repartir sur des bases différentes. Bien comprendre qu'on travaille, quand on est non-cadre, on travaille dans nos métiers, on travaille en collectif. Donc il est beaucoup plus facile d'essayer d'engager un collectif de salariés sur un projet associatif que de détacher une personne dans un univers un peu contractuel, parce que quand le chantier tourne, la personne peut difficilement sortir. Voilà. Donc il nous reste énormément de travail à faire pour l'engagement des salariés non cadres. Et là, on sait que c'est un de nos paris et un de nos enjeux des années futures. C'est là où on sait que manifestement, on a ce qui a été dit tout à l'heure, une véritable réserve citoyenne qui doit se balader entre 5 000 et 10 000 collaborateurs qui aimeraient bien, mais avec lesquels il faut trouver la formule locale. Oui, tout à fait. On a vu avec le témoignage de Stéphane Palestre-Teruel que c'est, en tous les cas, l'implication des personnes est très très forte. Oui, parce que ce que l'on a aussi comme message un petit peu décalé, c'est donc on est une flottille de petites entreprises, donc, et on prouve que ça le fait. Mais ce qu'il faut aussi, c'est que les salariés et les entreprises, quand elles délivrent des messages, l'expérience prouve que pour ne pas mettre à mal l'engagement et la volonté des salariés, il faut quand même leur expliquer qu'ils vont apprendre beaucoup et qu'ils doivent être très modestes. Il n'y a pas cette notion de parrainage avec un rapport de force ou une sorte de rapport de domination. C'est hey, vous allez voir ce que vous allez voir parce que moi, je sais. En réalité, on se trouve, puisque nous, on aide des projets qui sont lutte contre l'exclusion, on est face à des structures avec des personnalités complexes, des territoires extrêmement compliqués, des marchés qui n'existent pas, et ils arrivent néanmoins à réussir. Donc c'est extrêmement complexe, et quelqu'un qui arrive avec son confort relatif a de grandes difficultés s'il arrive trop sûr de lui. Merci beaucoup. On va avoir aussi une autre intervenante, alors Christelle Boris du groupe Eramet, PDG d'Eramet, n'a pas pu se libérer. Et c'est donc Marie-Axelle Gauthier, qui est la directrice des affaires publiques, qui va s'exprimer. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quel a été le déclic chez Eramet pour se lancer dans le mécénat de compétences ? Alors, d'abord, effectivement, donc, je représente Christelle Bory, qui n'a pas pu être là ce matin, qui est complètement convaincue par le mécénat de compétences. Ce qu'il faut dire, c'est que Eramet est un groupe minier, métallurgique, industriel français, mais qui est représenté dans différents pays dans le monde. Et chez Eramet, on considère que le rôle social en fait, de l'entreprise dépasse largement nos sites d'exploitation. Donc en fait, pour nous, c'est important d'avoir des actions qui permettent l'implication des salariés dans nos actions RSE, à l'extérieur en fait de l'entreprise. Donc c'est ça qui en fait motive pour nous le développement du mécénat de compétences. Alors par rapport aux pionniers qui sont là ce matin et qui ont développé depuis de très nombreuses années le mécénat de compétences, nous on n'est pas encore au même niveau qu'eux parce que nous on est plutôt dans le démarrage de notre démarche. En fait, dans les différents territoires où on opère, on fait déjà du mécénat de compétences, mais ce sont surtout des initiatives locales qui ont été développées. Donc ça se fait d'aide aux associations dans la région Rhône-Alpes, Auvergne. On en a aussi au Gabon, où on aide à la réfection de bâtiments scolaires. On en a en Norvège, où on participe à l'élaboration de programmes scolaires qui sont aussi liés à la transmission des savoirs mines et métallurgie. Mais on n'a pas jusqu'à présent en fait, de développer une démarche groupe qui va inciter l'ensemble des salariés à se positionner et à s'engager dans ce domaine. Et donc, en fait, nous, c'est aussi grâce à l'Alliance qui va nous permettre en fait, de partir pour vraiment... passer à l'étape supérieure. Exactement, de passer à l'étape suivante et de vraiment démarrer dans les prochaines années, vraiment un programme complet qu'on pourra proposer à l'ensemble de nos salariés. Et c'est vrai que quand en fait la Fondation SNCF nous a contactés pour rejoindre l'Alliance,
D'une part, c'est vrai que c'était effectivement la bonne occasion parce qu'on souhaitait de toute manière s'engager dans ce domaine-là. Mais ce qui nous a beaucoup plu, c'est cette démarche collective d'entreprise très différente qui vient d'horizons effectivement divers. Il y a des entreprises de services, nous on vient de l'industrie. Et c'est vrai que de pouvoir travailler tous autour d'une même cause, alors qu'on vient d'horizons différents, c'est ça qui nous a vraiment beaucoup plu. Et puis, on l'a vu, le baromètre nous a donné beaucoup d'indications, mais le témoignage de toutes les différentes sociétés nous permet effectivement de pouvoir bénéficier du partage d'expérience de tous ceux qui sont pionniers dans ce domaine. Et donc, on attend aussi beaucoup de cette alliance pour que justement, nous qui démarrons la démarche, on puisse justement s'insérer et comme vous, peut-être l'année prochaine, dire voilà, on aura mis en place plein de partenariats. Voilà. Très bien. Et justement, l'alliance et le manifeste, on va en reparler. Je vous remercie. On va en reparler. Alors, je vais demander à Marianne Echette de venir sur scène pour nous parler, qui est déléguée générale de la Fondation SNCF, pour nous parler du manifeste, de ces 7 engagements. Et puis ensuite, peut-être que Patrick Jeantet pourra revenir, voilà, pour faire une rapide conclusion et puis surtout pour peut-être donner la feuille de route de cette alliance, expliquer ce qui va se passer ensuite. Voilà, et pendant que, quand vous montrez, Patrick Jeantet, peut-être vous pouvez venir aussi, parce que peut-être, Marianne, avant de commencer, on peut peut-être voir s'il y a des réactions dans la salle. Des questions avant voilà. ou peut-être après, voilà. comme vous voulez. Oui, peut-être là maintenant. Est-ce qu'il y a quelques questions? Oui, vous voyez, il y en a déjà 2. Bonjour, juste Guillaume Cratis, Très bien. résidence d'entrepreneurs. En fait, c'est assez marrant. Donc, moi, j'arrive dans la salle, il y a 10 personnes devant, 30... Non, mais sur le premier rang, en fait, c'est intéressant. C'est comme dans un avion, en fait. Les gens qui sont importants arrivent en dernier et repartent avant tout le monde. Donc, en fait, ça serait de dire pourquoi on n'inverse pas le schéma. Et deuxième constat, je pense qu'il y avait quelque chose à partager. Marc Benioff, dans les statuts de Salesforce, un truc qui s'appelle Model 111. Dans les statuts fondateurs, il me semble, j'espère ne pas me tromper, propose en fait 1% des services, 1% du temps collaborateur et 1%, je crois, du chiffre d'affaires ou de la marge investie en fait dans on va dire du non-profit et au bénéfice des structures qui sont en capacité de recevoir la valeur ajoutée. Il y avait Patrick Pouyanné qui disait de manière très intéressante, ou nos amis d'Accenture, donc 5000 heures de travail, ça correspond à peu près à 50 000 euros sur le périmètre France, si je comprends bien. Donc ma question est la suivante, l'alliance, c'est assez intéressant. Il y a des manifestes qui vont se faire. Est-ce qu'il y a des business models en fait à créer, premièrement? Voilà, donc est-ce qu'on peut parler de business model pour, en tout cas, alimenter une autre économie ou une économie sociale et solidaire? Voilà, je pense que c'est très intéressant d'avoir effectivement ces réflexions. On va vous laisser, je vais laisser Patrick Jeantet peut-être vous répondre. Juste sur l'organisation de la salle, c'est pour des raisons pratiques. Tout le monde est important ici. Et j'ai même cru voir Guillaume Pépi au milieu là. Donc c'est juste pour des raisons pratiques. Alors, Monsieur Jeantet. Moi, je pense que ce qui est important, c'est la diversité des démarches, et il faut laisser cette diversité s'exprimer. Rien de pire que le monolithisme et la pensée unique. Et je pense que chacune des entreprises qui représentent ici a une démarche, une histoire différente, est arrivée, on l'a bien vu, on voit bien d'ailleurs, showroom privé, c'est une demande très forte finalement de tous les milléniums, parce que c'est dans leur gène. Les générations d'avant, on était dans une structure culturelle différente, donc forcément on a une histoire différente, on y arrivait différemment, et je pense qu'il faut surtout laisser cette liberté. Il y en a marre des cadres. Il faut casser les cadres. Et ça le représente. Donc je suis pour, au contraire, il n'y a pas de business model, il n'y a pas de cadre, il y a une diversité de parcours, d'histoire, et c'est ça notre force. Et notre deuxième force, c'est qu'avec cette diversité, on est tous ensemble ici pour dire et faire cet appel, parce qu'on pense tous que ce sont des expériences enrichissantes pour nos managers, pour nos cadres, pour nos non-cadres, on a dit que c'était plus compliqué, et pour la société.
Et donc la question qu'on se pose tous, c'est comment démultiplier, augmenter ces démarches. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle on est ensemble ce matin, pour justement faire cet appel-là. Donc voilà mon point de vue. Alors après, il y a peut-être d'autres points de vue que je ne partage pas, mais qui peuvent exister. C'est normal. Et d'ailleurs, c'est ça la diversité. Il y a une deuxième question. Oui, bien sûr. Oui. Sur le business model, je ne suis pas certain d'avoir complètement compris votre question, mais je vais essayer quand même, en tout cas, d'y répondre et de vous faire part de notre expérience chez Chien Électrique. On a, dans le cadre du mécénat de compétences, des personnes qui s'engagent sur une partie de notre activité, qui est ce qu'on appelle, on a développé chez Schneider un business qu'on appelle bottom of the pyramid. Je ne sais pas si vous êtes familier, tout ce qui est affordability business. C'est-à-dire finalement, nous en tout cas, pour nous, ça a été de permettre l'accès à l'énergie à des publics plus défavorisés, mais pas de le faire dans une approche uniquement philanthropique et de gratuité. Pourquoi ? Parce que ça ne marche pas. La gratuité, économiquement, ça ne marche pas. Et donc, ce qu'on a développé, c'est qu'on a développé un modèle économique qui va permettre à ces populations, à ces publics, de pouvoir acheter des solutions d'accès à l'énergie, notamment en Afrique, notamment en Inde. On a développé une offre. Et on a effectivement des collaborateurs qui se sont engagés soit à travers des ONG, soit à travers des activités qui sont en rapport avec ça. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de vertueux. Alors, je ne sais pas si ça répond, si c'est un vrai business model ou pas. Mais en tout cas, nous, on croit et on a développé ça. Ça fait plus de 10 ans chez Schneider, ce qu'on appelle le affordable business. Donc, on a une solution, on a eu un programme qui s'est appelé Bebop, qui était vraiment d'aller bottom of the pyramid. Et on a travaillé avec des organismes de microcrédit. Enfin, on est très engagé dans ce domaine-là. Et en tout cas, ça peut répondre à un aspect business model. Mais en tout cas, chevillé au corps une conviction, c'est que la gratuité dans ce domaine-là ne marche pas. On a beaucoup travaillé avec des entreprises comme Essilor, on a beaucoup partagé là-dessus parce qu'eux ont eu les mêmes constats qui étaient de dire finalement, si on donne des produits, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que les produits sont démontés, sont revendus et finalement ne remplissent pas l'usage pour lequel ils ont été donnés. Merci Dominique Laurent. Je crois qu'il y en avait une deuxième. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Alors, je profite que le micro était à proximité pour m'en saisir. François Ravel, donc, je représente l'association Habitat et Humanisme, donc, qui est une association qui œuvre dans le domaine du logement pour personnes en difficulté, qui aide non seulement à leur trouver un logement, mais également à les réinsérer et à retisser le lien social, qui gère environ 7000 logements. Alors qu'il y a déjà des partenariats avec certaines des entreprises présentes dans la salle qui se reconnaîtront, je ne vais pas citer, ce n'est pas l'objet. J'avais deux remarques. Tout d'abord, le mécénat de compétences, c'est finalement un partenariat entre trois parties. C'est l'entreprise, un salarié et une association. Les associations, on ne les a pas tellement entendues aujourd'hui, ce n'était pas l'objet, ce n'est pas un reproche que je vous fais. Mais si jamais il y avait une version 2 du baromètre dans le futur, ce serait peut-être aussi intéressant de sonder les associations clientes, entre guillemets, du mécénat de compétences pour avoir leur ressenti. Elles sont nombreuses, vous l'avez tous souligné, mais elles ont des besoins parfois différents et je pense que c'est aussi intéressant d'avoir une approche qui rapproche les deux. Ma deuxième remarque, et qui est peut-être à ce moment-là une question plus précise, c'est j'ai l'impression que dans la tête de beaucoup des dirigeants qui sont intervenus ce matin, le mécénat de compétences, c'est souvent quelques jours par an pour beaucoup, de plus en plus de salariés. Il y a une autre formule à l'opposé, et évidemment il existe des formules intermédiaires, qui est des mécénats de compétences longs de quelques mois, voire quelques années, pour un petit nombre de salariés, parce qu'évidemment l'entreprise ne va pas tous les détacher en mécénat de compétences. Et à ce moment-là, les caractéristiques sont assez différentes, les domaines d'emploi sont assez différents. C'est plutôt dans les fins de carrière, ça a été cité par le secrétaire général de la Poste, et aussi à travers le témoignage de la dame salariée d'Accenture, qui consacre une partie importante de son temps. Et donc je pense que cette partie-là, enfin, nous, côté Habitat Humanisme, on en est très friands, plus que le mécénat de compétences court. Il est plus facile à employer pour des missions longues, plus difficile. L'intégration du salarié est à ce moment-là essentielle parce que ce n'est pas juste ponctuel. Voilà. Donc c'est une dimension, je ne sais pas si ça transparaîtra dans votre manifeste, c'est intéressant. Qu'est-ce que mais vous en cette pensez ? dimension-là, elle me semble être à développer aussi énormément, mais avec des méthodes un peu différentes. Merci. Je peux répondre à vos deux points. D'abord pour le baromètre, c'est une bonne idée. Je pense qu'en effet, là l'idée c'était vraiment de poser la question à l'entreprise, aux dirigeants et aux salariés, mais on peut tout à fait intégrer, je pense, Patrick, le monde associatif qui reçoit, qui bénéficie et qui apporte également, on l'a vu, aux salariés. Donc c'est une bonne idée, je pense qu'on va reprendre. Pour le mécénat de longue durée, vous le savez, la Poste, Orange sont, je crois, les deux grandes entreprises qui ont lancé ce type de mécénat long, qui est vraiment construit par la direction des ressources humaines, pour le coup. Là, Donc voilà, c'est vrai, chez nous, c'est pas encore
encore le cas. Maintenant, peut-être que nos DRH dans la salle, ils sont un certain nombre, chez SNCF à être ici, de Keolis, de SNCF Réseau et de SNCF de l'EPIC, réfléchiront certainement à cette possibilité également. Peut-être que c'est le moment de présenter rapidement le manifeste. Ça donnera peut-être aussi l'idée de quelques questions également. Ce fameux manifeste dont on vous parle, vous l'aurez à la sortie. Je crois qu'il y a un slide qui va arriver. Voilà, on l'a compris que ce manifeste n'est pas une simple déclaration d'intention. Vous l'avez entendu ce matin. Je crois que tout le monde était convaincu. C'est un engagement fort pour le mécénat de compétences et je dirais pour un mécénat de bonne intelligence, dans tous les sens du terme. C'est comme ça que j'aimerais l'appeler. Donc ce manifeste va être signé par 16 entreprises de façon concrète pour s'engager et de tout secteur. On l'a vu très, très clairement. Alors, il y a 7 engagements à remplir dans les 3 ans. Voilà, ça donne du temps quand même. C'est pas mal, mais bon, il faut commencer, il faut y aller, comme dit Eramet. Et moi, j'ai envie d'en souligner 3 en particulier. Vous pouvez les lire, j'ai pas besoin de les relire, bien entendu. Le deuxième, offrir une variété de missions à tous les salariés. Ça me semble très, très important. On parlait tout à l'heure des cadres et non-cadres. Nous, on a fait un progrès, Patrick le sait, à la SNCF. On était parti avec 70% de cadres qui remplissaient une mission de mécénat de compétences. C'est tombé, si je puis dire comme ça, à 62%. Donc, on a mieux fait pour les collèges maîtrise et exécution. Donc voilà, on a proposé, on a ouvert, on a réfléchi à des missions qui permettaient à chaque salarié de s'autoriser, c'est possible pour moi aussi, des missions d'expertise, des missions d'accompagnement, de différentes durées, de différentes causes, de différentes compétences. Voilà. Donc la palette de missions permettra à tous les salariés de s'y retrouver, c'est ça qui est important. Le troisième également, évaluer les résultats du programme, c'est évidemment évident parce qu'il faut en tirer les leçons pour progresser. Donc évidemment, on sait ce que ça veut dire, la mesure, et on va évidemment le faire. Et puis le troisième me semble également très important, encourager les entreprises de toute taille à déployer le dispositif. Je crois que nous, entreprises mécènes déjà engagées ou en train de le faire, on a une responsabilité justement d'ambassadeur, d'essayer de parler autour de soi et peut-être au fond en particulier et premièrement aux entreprises partenaires de nos entreprises, c'est-à-dire les prestataires, les fournisseurs. On peut déjà à ceux-là qu'on voit tous les jours peut-être parler de ce mécénat de compétences pour leur donner envie. Donc vous voyez, ces différents engagements sont assez larges pour que chaque entreprise puisse s'engager à sa façon, à sa mesure, mais aussi assez concret pour pouvoir rendre des comptes, parce qu'on va rendre des comptes. Et justement, c'est mon deuxième point, concrètement, quelle feuille de route? Alors je crois qu'il y a le slide après qui est assez impressionnant, puisqu'il y a tous les logos des entreprises signataires, avant que d'autres nous rejoignent, voilà, les entreprises signataires aujourd'hui. C'est effectivement une mobilisation, là il y en a 16, mais vous ouvrez. Bien sûr. Voilà, c'est ouvert. Bien sûr, à partir de maintenant, c'est vrai que l'initiative est venue de la Fondation SNCF, de Patrick Jeantette, Guillaume Pépi, de toutes les équipes, et je voudrais les remercier là. Mais bien entendu, à partir de 10h15, c'est devenu un collectif, une alliance d'entreprises. Et voilà, on essaiera peut-être juste de vous proposer le lancement, et puis après, vraiment, toutes les décisions seront collectives. On peut laisser quand même les logos. Voilà, nos dirigeants, donc concrètement, quelle est la feuille de route pour 2019 en tout cas? Nos dirigeants ont tracé la voie. Bon, maintenant, c'est à nous, les équipes opérationnelles, les Sherpas, voilà, de porter l'ambition dans les faits. Et on le fait depuis un certain nombre d'années et on va continuer à le faire. Alors, top départ fin février. Pour une première réunion qui va mettre en place le comité de coordination. Voilà le nom qu'aujourd'hui on donne. Ça peut s'appeler autrement, on décidera. Mais aujourd'hui, comité de coordination pour montrer que voilà, on va être tous ensemble. Il va se réunir 3 fois par an. C'est un bon rythme. Et cette première réunion, fin février, jettera les bases justement de l'organisation et fixera finalement la méthode de suivi des engagements. Parce que bon, on va les suivre, ces engagements. Donc on va avoir un tableau de bord qui sera socle, mais évidemment, chaque entreprise pourra y ajouter les critères, puisque chaque programme est différent, bien sûr. Donc voilà comment nous allons essayer de fonctionner. On va fonctionner. On va essayer de voir aussi quels outils on peut mettre en commun pour que tous nos moyens et nos données soient partagés. On va fonctionner donc, vous l'avez compris, en mode projet, performant et agile, voilà, les deux, et pour tenir compte en effet des spécificités de chaque entreprise. Alors c'est important de dire également, et vous l'avez vu,
Vous le verrez, on en a parlé. Nous avons eu 2 partenaires pour le baromètre du mécénat de compétences, que sont Entreprises et Progrès et la NDRH. On va évidemment travailler avec eux pour essayer de développer cette communauté de dirigeants décidés à faire de l'entreprise un bien commun. C'est le slogan d'Entreprises et Progrès. Et la NDRH pour faire monter à bord. On en a eu 2 ce matin. Mais voilà, il faudrait que les DRH montent à bord encore un peu plus fréquemment dans leur entreprise et qu'ils se saisissent de cette très belle opportunité. Est-ce qu'il va y avoir un bilan à quel moment? Oui, alors justement, rendez-vous dans un an peut-être. D'accord. En janvier peut-être ici 2020, Patrick, je ne sais pas, c'est toi qui décideras, avec les dirigeants signataires, ceux-là et les nouveaux, à l'occasion de la publication du 2e baromètre. On verra si c'est élargi au monde associatif. On fera un point d'étape, des avancées, des difficultés rencontrées. Donc ce sont les équipes opérationnelles qui prépareront le bilan pour leurs dirigeants. Voilà, on a parlé à plusieurs reprises de l'Alliance pour l'éducation, UVA, et pour l'avoir expérimenté justement dans le domaine de l'éducation, avec la Fondation SNCF qui a été l'un des cofondateurs de cette alliance il y a maintenant 6 ans, je peux vous dire qu'une alliance d'entreprise peut constituer une force incroyable et faire bouger les lignes. C'est le cas de l'Alliance pour l'éducation qui s'est donc rapprochée de United Way Alliance, justement, maintenant. Et voilà, ça fait 6 ans, c'est un beau groupe d'entreprises et qui fait vraiment des choses incroyables pour essayer de faire que les jeunes en situation de décrochage puissent vraiment trouver leur place dans la société. Donc voilà, on l'a expérimenté, donc ça marche. Donc on pense que vraiment notre alliance pour le mécénat de compétences va réussir pour répondre aux désirs d'engagement des salariés et aux besoins des associations. Voilà. Mais aussi pour affirmer les valeurs de solidarité de l'entreprise. D'accord. Patrick Jeantet, peut-être un mot de conclusion. Un mot très rapide, je pense que tout a été dit, beaucoup de choses ont été dites. D'abord, je voudrais vous remercier tous d'être présents ce matin, toutes les entreprises, mais vous, personnellement, vous êtes mobilisés ce matin pour assister à cette matinée et pour débattre sur ce sujet important du mécénat de compétences. Moi, j'ai entendu des mots très forts sur l'ouverture, sur la solidarité, sur la confiance. Je pense que le mécénat de compétences, et ça représente tout ça, sur aussi les actions concrètes que ça permet, et sur le terrain. Et ça me paraît essentiel. Moi, je vous engage tous à faire du mécénat de compétences parce que j'aimerais bien qu'on en fasse tous. Personnellement, j'en ai fait un tout petit peu. J'ai eu une expérience avec Unicité où j'ai, pendant une matinée, coaché une dizaine de jeunes dans le cadre du service civique. C'était absolument passionnant. D'ailleurs, je vais recommencer. Parce que ça leur a apporté, je suis sûr, parce qu'en effet, ces jeunes se posaient quand même beaucoup de questions sur comment la vie réelle fonctionne. Mais moi aussi, je suis sorti de là assez transformé, et donc il faut continuer. Et donc, on en a beaucoup parlé, mais faites-le, ça me paraît essentiel. Je voudrais remercier évidemment toutes les fondations qui sont représentées, et qu'à partir de maintenant, ce n'est plus la Fondation SNCF, c'est notre collectif qui va faire avancer le mécénat de compétences, bien évidemment, chacun l'ayant déjà fait depuis très longtemps pour certains d'entre vous. Et puis je voudrais remercier évidemment les équipes de la Fondation SNCF qui ont permis de monter cette matinée et de mettre au point, en coordination avec vous tous évidemment, ce manifeste qui, je l'espère, va vivre, et donc longue vie au mécénat de compétences et à l'ensemble des entreprises. Et puis demain, l'année prochaine, j'espère qu'on sera au moins le double. Merci. À l'extérieur de l'auditorium, donc la signature du manifeste. Merci beaucoup.